Cassandra et Simon sont officiellement de retour en couple, je vous donne mon avis sur ça et croyez-moi, il est pas fameux. Marouane Meraska fait toutes les révélations sur la présence de Vincent Queijo en Thaïlande et balance des choses dont on n'avait pas parlé. Et Carla Talon est enceinte et fait polémique depuis son annonce. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mix the Tea, votre émission hebdomadaire préférée qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Cette semaine, l'émission est chargée, différente, j'ai écouté vos remarques et vous allez voir qu'on a plein de petites choses supplémentaires à l'intérieur. Je vous retrouve dans un instant comme chaque dimanche dans une mise au point. Bienvenue sur MTT, c'est parti, jingle. Alors déjà, pour la mise au point, cette semaine, comme vous le voyez, nous sommes sur le retour de la tasse. Oui, rappelez-vous, avant j'avais toujours une tasse avec moi dans MTT et c'est parce que je filmais le matin et aujourd'hui je filme aussi le matin. Du coup, j'ai repris ma petite tasse de thé qui était habituellement là pour les tournages. Ce qui m'emmène sur mon premier point, MTT cette semaine est exceptionnellement filmé le vendredi et non pas le samedi pour le dimanche, donc le vendredi pour le dimanche. La raison étant que j'ai décidé de prendre un week-end complet et je me suis dit que dans tous les cas, en fait, l'émission elle est écrite à ce moment, donc il n'y a rien qui change à part que le tournage est décalé. Si jamais des choses se passent entre temps, donc entre mon tournage et la sortie de MTT, évidemment je vous rajouterai des voix off, sinon quoi nous en parlerons directement ce lundi dans Spill the Tea. Je sais que pour vous ça change peut-être pas grand chose, mais moi je vous avoue que ça met vraiment une pression en mode là c'est pas filmé pour le lendemain, à tout moment je rate des actus. Mais bon, ça c'est mon côté Capricorne et Brie Van de Camp. Deuxième chose les amis, la semaine dernière j'ai encore fait une boulette avec Adixia, c'est-à-dire que à chaque fois que je parle de Cassandra et Simon, il y a une photo que je mets systématiquement de Adixia et Simon. Je ne sais pas pourquoi, c'est automatique, c'est mécanique. Donc j'ai décidé de ne plus jamais afficher cette photo, peu importe l'actu. Comme ça, il n'y aura plus de bourde. Parce que ça me fait rire, mais en même temps, ça me dérange un peu pour Adixia qui n'a peut-être pas envie d'être affichée avec Simon Castaldi. Voilà, je crois que c'était tout pour la mise au point. On a évidemment dans l'émission le retour de l'actu internationale et de la question de l'abonné que j'ai oublié la semaine dernière. Tout ceci étant dit, vous le savez, je fais aussi un appel au like. N'oubliez pas de liker l'émission, ça aide grandement. La semaine dernière, on a fait 1,1 1000 likes, donc 1100 likes je crois. Si on arrive à atteindre ce score et à le dépasser, vous savez que ça permet à MTT de se développer, c'est un petit clic et ça soutient grandement. Tout ceci étant dit, je vais boire une gouliche de mon thé fruits rouges et je vous laisse avec le sommaire de la semaine. Au sommaire de l'émission, elle est chargée. Shanna Kress a une paranoïa par rapport à la France, Sarah Frézou est moquée, Laura Lempicka n'aime-t-elle pas Nicolas Lodzina, Kevin Gage est un futur papa, Adixia embrasse une autre personne, Anaïs Camizuli rencontre un décès et tout sur The Power saison 2. Mon avis sur cette semaine parle de Cassandra et Simon dans C'est la famille, est-ce qu'ils se foutent de nous? Dans le cœur actu, Shanna Kress, le retour, parle de ses chiens, Enzo et Colette deviennent parents, Nicolo est-il célibataire à vie? Évidemment la polémique DG, CCRF et Julien Tanti, Paga et Giuseppa sont-ils en crise? Jazz Correa tromperie et Cassandra et Simon le point. L'actu internationale reviendra sur Joe Jonas qui a fait une bonne action qui a pas mal fait réagir. Et dans les gros dossiers, Carla Talon est enceinte, ses bidadis pètent un câble et Vincent et Marois balancent encore plus. Une émission riche en rebondissements et haute en couleurs, c'est parti, story de la semaine. Pour les stories de la semaine, aujourd'hui, on parle notamment de Shanna Kress. Shanna Kress a fait une story qui a été relayée par DumpFR dans laquelle elle exprime une certaine paranoïa par rapport à la France. Alors, je sais que c'est un sujet qu'on peut beaucoup entendre de plus en plus pour plein de raisons différentes et Shanna a pris la parole sur ce sujet aujourd'hui. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir votre avis également, raison pour laquelle je vous laisse écouter Shanna Kress. J'espère que vous allez bien, je voulais vous expliquer un truc que je fais vraiment à cause de l'insécurité. Je sors des courses avec mon fils. Du moment où on est arrivé devant le magasin, il y avait juste un mec, mais genre il était un peu chelou, tu vois, il avait un téléphone. Direct dans ma tête, je me suis dit, ça se trouve c'est des mecs qui repèrent des gens, qui font des enlèvements. Et du coup quand tu sors, vu que t'es chargé avec les courses et tout, mais tout le temps, je pense comme ça, faut le savoir. C'est-à-dire que même quand je fais mes courses, je regarde toujours derrière moi, sur les côtés, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui me suive. Toute ma vie, tout le temps, quand je sors, c'est comme ça. Et alors quand je suis avec mon fils, laisse tomber. Voilà la raison pour laquelle je suis toujours en basket au cas où il faut courir. Je vous assure qu'il y en a peut-être qui rigolent. C'est pas rigolo, c'est une réalité.
tout ce que je fais, je suis en mode, je surveille. Genre, attention, s'il faut partir à tout moment, voilà, je débraye. Voilà quoi, l'histoire de ma vie, stressée, angoissée, bienvenue. Autre chose, Sarah Frézou par rapport au Ramadan est une fois de plus moquée, cette fois-ci parce qu'elle se montre avec le voile. Alors, on a beaucoup parlé de Sarah Frézou toute la semaine sur Twitch ou la semaine d'avant, je sais plus, en disant que en fait, elle est énormément prise en grippe par rapport au Ramadan. Donc, il y a des gens qui disent que la religion, c'est quand elle veut. Il y en a qui disent qu'il faut la laisser tranquille parce que personne n'a à juger les autres. Et c'est vrai que je crois que j'en ai pas parlé sur cette chaîne, donc sur ma chaîne principale. Et j'aimerais bien avoir vos avis, toujours dans le respect évidemment. J'ai discuté avec 2-3 personnes qui m'ont dit qu'elles n'osaient pas commenter en fait parce qu'elles ont un avis qui vont à contre-courant. Tout le monde peut donner son avis dans mon espace commentaire, même si c'est pas l'avis de la majorité. Au contraire, je trouve que c'est super intéressant pour ouvrir un débat. Et si des gens vous embêtent, si des gens vous insultent, venez m'écrire en DM. Je signalerai ces personnes et les personnes ne pourront plus commenter dans l'espace commentaire. C'est-à-dire que je m'en fous d'avoir des gens qui sont pas d'accord. Je m'en fous d'avoir des gens qui expriment leurs opinions qui sont totalement différentes. Mais les insultes envers les uns et les autres, ça c'est pas possible. Tout ça pour dire que Sarah Frézou, elle est totalement moquée par rapport au voile et également tout simplement au Ramadan et à la manière dont elle pratique sa religion. Et je voulais avoir votre avis sur le sujet. Donc dites-moi ça juste en dessous. Ça me fait rire ce genre de personne qui me dit ouais que tu joues avec Dieu. Alors qu'en fait, comme je l'ai dit dans ma story, j'ai expliqué que je vais dans une mosquée. Donc ça s'appelle respecter les endroits saints, tout simplement. Après, moi, ça me fait rire ce genre d'homme qui se permet de juger parce que c'est bien beau de parler de la femme, du foulard, de ceci, de cela, des obligations, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous les mecs, quand vous allez à la plage, là, vous mettez des shorts, hein, des caleçons et que vous mettez torse nu, il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose? Et en plus, il faut savoir que c'est interdit. Et pourquoi vous portez tous des pantalons en jean sautés? Parce qu'il faut savoir, il faut voir vos chevilles. Juste pour ça, hein. J'aimerais bien savoir. Parce que j'en ai marre de ce jugement des femmes où à chaque fois, quand on n'est pas parfaite, on a tout le peuple qui nous tombe dessus en mode ah regardez. Et c'est dommage parce que ça vient des frères et des sœurs. Ça veut dire que oui, ok, t'es pas un exemple. Ouais, ça peut te foutre le seum. Ouais, ce que tu veux, j'en ai rien à battre. D'accord? Mais garde tes réflexions pour toi. Soit viens me faire un rappel qui va m'instruire quelque chose, qui va m'apprendre quelque chose, qui va faire que je m'en veux, mais par gentillesse, tu vois. Pas un truc où t'es là, t'agresses les gens et tu souhaites des trucs en plus. Voilà, comme je t'ai dit, je te pardonne et que Dieu te guide. Mais ça me fait rire ces mecs-là, voilà. Ça me fait très rire ces mecs-là. Le 3/4 du temps, ça dit ah mais t'es là toute l'année, t'es en soirée, ouais t'es là toute l'année, t'es nanana. Mais déjà rien que vous d'aller torse nu à la plage, ce n'est pas autorisé. Faut dire les choses aussi. Parce que c'est bien beau de mettre tout sur la femme et qui doit montrer un exemple. Et je le dis, des fois vous avez raison, il y a des rappels. Tout rappel est bon pour tout musulman. D'accord? Mais arrêtez de croire que vous êtes parfait. Personne n'est parfait. Personne en tout cas qui est encore sur cette terre est parfait. Loin de là. La moitié pareil, hein. Ils parlent avec des meufs le soir, pendant le ramadan, sauf que ça, tout est caché. Et que la différence de moi, c'est que je vous mets sur les réseaux sociaux, oui, là j'ai mis le foulard, je vais dans une mosquée, je respecte. C'est quoi le problème? Sauf que vous faites les choses cachées. Mais moi, la différence de vous, c'est que je demande pardon tous les jours. À lui, pas à vous. Vous pouvez vous cacher autant que vous voulez. Lui, il le voit. Et c'est le plus important. C'est ça que vous n'avez pas compris. Faut assumer et demander pardon. Après, voilà, se laisser le temps de devenir meilleur. Faut pas passer du tout au tout. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. Aujourd'hui, j'avais une petite question parce qu'il y a un moment dans MTT où il y avait plus de stories de la semaine. Il y en avait 4, 5, parfois 6. C'est vrai que j'ai arrêté de faire ça et que j'en ai réduit à 1 ou 2. Mais dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez plusieurs petites stories ou 1 ou 2 assez longues sur lesquelles vous pouvez vraiment discuter? Dites-moi ça en dessous. Nous allons passer au top actu. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il est assez chargé. Donc c'est parti. Jingle, top actu,
Je commence le top actu avec Laura Lempicka et Nicolas Lodina. Alors, on sait qu'ils sont séparés depuis plusieurs années, mais récemment, Laura a suscité des réactions négatives de la part des internautes à la suite de son attitude dans C'est la famille. En fait, les deux, malgré leur divorce, ils continuent d'entretenir une relation cordiale dans le but de préserver le bien-être de Zlatan, donc leur fils. Nico, de son côté, on rappelle qu'il a retrouvé l'amour avec Stéphanie Clairbois, et Laura aussi vit une nouvelle histoire d'amour avec un homme qui a une identité secrète. Cependant, il y a quelques temps, elle a provoqué la curiosité des abonnés en publiant une échographie sur Snapchat en disant que c'était en réalité un simple clickbait. Elle a quand même dit qu'elle voulait bien avoir un second enfant, mais je pense que ce genre de story, comme c'est le cas avec Carla Moreau, c'est juste pour attirer des followers. Mais elle disait oui, j'aimerais beaucoup pour un deuxième enfant. On lui pose pas mal de questions, comment est-ce qu'elle va, comment ça va dans sa vie, elle dit que ça va très bien, mais elle a quand même affirmé une fois de plus, et ça c'est quelque chose sur laquelle elle a mis un point d'honneur, elle ne veut pas dévoiler sa vie privée pour le moment. Elle veut préserver cette sphère intime et éloigner son couple des réseaux sociaux, des regards extérieurs et de la pression que ça peut avoir. Dernièrement, ça je crois que c'était la dernière fois qu'on a parlé de Laura, elle s'exprimait sur Manon Tanti, enfin du moins il y avait eu quelque chose entre les deux, et Laura a expliqué justement dans C'est la famille qu'elle ne se déteste pas, qu'elles ne s'apprécient pas forcément non plus, juste ça les dérange pas si elles se croisent, tu vois, qu'elles n'ont pas de choses qui sont en guerre, juste que la vie a fait que ça les a séparées, et de plus avec l'embrouille qu'il y avait eu, je pense, dans le cross. Cependant, cette fois-ci, c'est un autre épisode de C'est la famille qui a fait parler. En fait, lors d'un déjeuner chez Jess et Thibaut, il y a une conversation entre Laura et Nico qui suscite un vif mécontentement chez les téléspectateurs et les abonnés. Avant d'aller plus loin, personnellement, C'est la famille, j'avoue que je regarde uniquement pour dormir. Donc ça veut dire qu'il y a des séquences que je ne vois absolument pas, et celle-là, je ne l'ai pas vue. J'y reviendrai dans mon avis sûr, mais c'est vrai qu'il y a énormément de séquences que je ne vois pas parce que je m'endors devant. Oups. Bref, on voit que le ton est rapidement monté entre Nico et Laura, et ceci à propos de l'hébergement de Nicolas lorsqu'il vient rendre visite à son fils. En fait, il a essayé de se justifier, expliquant que c'était pas sa compagne Stéphanie qui était responsable de son refus de dormir chez Laura, parce que vous allez voir la séquence, je l'ai prise, parce que du coup, oui, il y a une sorte d'embrouille entre Nico et Laura sur le fait de où va crécher Nico. Cette réponse n'a pas du tout convaincu Laura. Laura, elle a dit « Moi, je te raconte pas mes histoires de couple, donc ne me raconte pas les tiennes ». Une déclaration qui a clairement montré une exaspération par rapport aux explications de Nico. Laura, elle insiste sur le fait que pour elle, l'essentiel réside dans l'éducation de Zlatan et non pas dans le fait qu'ils se racontent leur vie commune, tu vois. Elle a d'ailleurs précisé que son compagnon partageait le même état d'esprit, mais en fait, ce qui a choqué un petit peu ici, c'est la manière dont Laura parle à Nico. C'est-à-dire qu'on peut comprendre la bonne entente, on peut comprendre l'envie d'être là uniquement pour Zlatan, enfin, il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est vrai que la manière dont elle parle à Nico, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il y a des tensions entre les deux? Est-ce qu'elle n'accepte pas qu'il ait refait sa vie? C'est vraiment c'est tout ça les questions des internautes, on peut entendre, mais il peut voir son fils s'endormir chez Laura, je la comprends Stéphanie, Laura elle abuse, mais parce que Laura voulait que Nico dorme chez elle, au cas où. J'ai l'impression que Laura a le droit d'être en couple et Nico non, ça la gêne, dormir chez son ex-femme, déjà qui accepterait ça? En vrai il y a des limites à la bonne entente. Je vous laisse regarder. Moi aussi. Et faut pas croire que c'est Steph qui a fait des crises de jalousie pour me dire que tu vas plus dormir chez ta femme. Nico, c'est pas méchant, mais moi, en fait, ce qui se passe dans votre couple, je m'en fous. Moi, je te raconte pas mes histoires de couple, donc me raconte pas les tiens. Moi, je m'en fous. Je veux juste qu'on parle de mon fils. Et c'est tout. Après, le reste, c'est votre dos, c'est votre couple, je vous comprends. Arrangez-vous tous les deux. Mettez-vous en sécure tous les deux. Et moi, je m'en fous. On est très sécure, c'est tout. Il y a une notion de respect, c'est tout. Et moi, j'ai aucune jalousie, aucune animosité. Et mon mec n'en a pas non plus. Donc, c'est pour ça que cette bouffe, ça l'a jamais dérangé. Après, il n'y a aucun raisonnement qui est mauvais. Les deux raisonnements, Moi, je pense uniquement à mon deux fils. raisonnements, ils sont bons en vrai. C'est juste, vrai. ouais. Là, je vois qu'il y a de la tension, quoi. Il y a des non-dits, c'est pas lisse, c'est pas fluide comme ça là, c'est l'était. pas comme d'habitude, hein. Il y a un truc à changer. Là, c'est malaisant. Et du coup, je me demande ce que c'est, parce que la seule chose qui a changé depuis quelques mois, c'est que Nico il est en couple. Donc, est-ce que ça a fait un changement et que ça va plus entre eux? Je sais pas, mais en tout cas, là, vraiment, je sens que ça va pas trop. Donc, je suis pas trop me positionner. Mais là, je sais pas comment ça va se passer. Ouais. Moi, c'est mon gamin qui compte. C'est ni leur couple, ni ce qu'ils se disent eux. Tu vois, et si eux, ils sont insécures parce que, en fait, lui, il me voit et que elle, ça la dérange, c'est pas mon dos. Si lui, il dit rien, c'est pas mon dos.
Au final, cet échange entre Laura et Nico, bien qu'aucun des deux n'ait franchi des limites, a révélé des tensions qui peuvent avoir en fait dans leur relation, même si on est maintenant uniquement sur des parents pour le petit Zlatan. Je trouve quand même que, enfin je sais pas, personnellement j'aime beaucoup Laura Lempicka, mais si Nico n'a pas envie de dormir chez elle et il peut aller voir son fils quand même, tu vois, s'il est à côté, donc je sais pas, j'ai beaucoup de mal. Vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas j'avoue que ça a fait parler et je peux comprendre. J'ai vu ça passer, on n'en parle pas souvent de Yesta Hillman et de son mari Benoît, mais il s'est passé quelque chose, du coup je vous fais un petit contexte sur eux et je vous raconte. Yesta et Benoît se sont rencontrés en 2016 sur Koh Lanta et aujourd'hui ils sont une famille très heureuse. Ils ont eu 2 enfants en 2019 et 2021 et un autre qui est né en mai 2024. Ces dernières années, ils ont partagé de nombreux moments de bonheur sur les réseaux, mais ils sont partis en vacances en Thaïlande récemment et il y a eu un incident qui a perturbé leur projet et c'est ça dont on parle aujourd'hui. Dites-moi si vous connaissez Yesta, il me semble que oui parce que la dernière fois que j'en avais parlé, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils l'adoraient. Dimanche 9 mars 2025, Yesta annonce une mauvaise nouvelle. Ils étaient en vacances en famille en Thaïlande et Adrian, leur fils de 4 ans, a eu un accident qui a nécessité des soins médicaux urgence. La famille avait prévu de profiter de la plage, de faire du shopping, de visiter des sites touristiques, mais c'est un accident qui est survenu qui a totalement bouleversé leur plan. Adrian a eu un accident sous la douche. En fait, il y a un flacon de gel douche en céramique qui est tombé sur lui et il a marché dessus et donc il s'est blessé profondément. Yesta partage donc l'accident avec ses abonnés en expliquant que la plaie est très profonde et qu'ils ont eu du mal à arrêter le saignement. Heureusement, le petit ne souffre pas grâce à un traitement à base d'antibiotiques, mais il est dans l'incapacité de poser le pied et c'est quelque chose qui est assez compliqué parce qu'il doit se déplacer en fauteuil roulant pour le reste des vacances. Et c'est là que je me dis que les belles choses, c'est cool, mais effectivement, les belles choses, ça peut blesser. Enfin, si ça avait été une savonnette, je pense pas qu'il se serait blessé à ce point, quoi. Yesta a ajouté que bien que son fils ne ressente pas de douleur, il reste très limité dans ses mouvements et ne peut pas supporter la chaleur. C'est une situation qui a perturbé totalement le reste du séjour, notamment pour les activités en extérieur, et donc ils ont décidé, pour le bien de leur enfant, de rentrer en France, pour qu'il ait un suivi médical beaucoup plus poussé. Vous savez pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça me fait un petit parallèle avec Manon Tanti qui n'avait pas pu partir ou prendre l'avion, je sais pas quoi, parce que Thiago avait perdu ses affaires et qu'elle était littéralement en crise de larmes et en crise de nerfs, alors qu'ici on voit Yesta et Benoît qui sont là en mode oh non, notre fils est pas bien, nous rentrons tout de suite en France. Je sais pas, je voulais juste dire ça comme ça. Sur Instagram, elle donne des nouvelles, elle dit que le petit ne souffre pas mais qu'il se sent beaucoup plus rassuré en France parce que le soin de son pied peut être optimisé. Elle a aussi mentionné l'impact de l'accident sur son autre fils, Julian, qui pouvait profiter de la piscine et des activités de l'hôtel, mais qui s'ennuyait sans son frère parce que c'est vrai qu'on est vraiment sur une famille très soudée. Et ce que je trouve adorable ici, et c'est pour ça que je le mets en avant, parce que parfois on a beaucoup de familles qui se tirent dans les pattes où on n'a pas vraiment ce côté très soudé. Ici, on a vraiment une famille qui se serre les coudes et qui rentrera en France, peu importe le problème de santé d'un enfant. Et franchement, moi, je trouve ça beau parce que, je répète, c'est pas forcément le cas de tout le monde, surtout avec tout ce que je vous raconte sur les réseaux sociaux. Et ici, je trouve que c'est bien en fait d'avoir des gens qui partagent avec transparence les difficultés qu'on peut rencontrer en vacances avec les enfants et qui montrent que, ok, c'est pas grave, les vacances, on y retournera quand on pourra. L'important, c'est la santé des petits. J'espère que les choses vont un petit peu mieux aujourd'hui et j'envoie tout mon courage à Yesta et Benoît. En parlant d'enfants et en parlant de parents, je vous parle de Kevin Gage qui apparemment pourrait redevenir papa prochainement. Je vous rappelle que Kevin est actuellement à l'antenne des Apprentis Aventuriers. Il est déjà papa de la petite Ruby et il pourrait bientôt annoncer être papa une deuxième fois. Ça n'a pas été confirmé de manière officielle, mais il y a plusieurs indices qui laissent semer le doute. C'est comme ça qu'on dit, corrigez-moi, sur les réseaux. Avant toute chose, je vous rappelle aussi que Skyrest TVR avait annoncé récemment qu'il y avait un couple qu'on connaissait beaucoup qui allait prochainement être parents. Peut-être que c'est Kevin et Chloé. On remonte un peu dans le passé. Rappelez-vous, le 30 novembre dernier, Kevin surprenait ses abonnés. Il annonçait son retour avec Chloé après plusieurs mois de rupture. On avait d'ailleurs eu Kevin qui a été dans les 50 et c'est vrai qu'il n'était plus avec. Il l'avait expliqué qu'il l'aimait de tout son cœur, que c'était vraiment la vie qu'il voulait avec elle. Et l'annonce de leur retour avait déjà frappé fort et une révélation encore plus importante pourrait arriver dans les semaines à venir. C'est vrai qu'ils se font assez discrets sur les réseaux, mais Kevin, il semble avoir laissé un indice qui n'aurait peut-être pas dû. Et ça a alimenté de nombreuses spéculations sur une possible grossesse. En février, il partage sur ses réseaux une vidéo de prime abord banale qui montre un repas de famille avec des amis aussi. Un petit
petit détail est choquant selon les internautes, un ventre arrondi pour Chloé. C'est un détail physique qui a enflammé la toile et beaucoup se sont empressés de conclure que Chloé pourrait être enceinte. Un ventre légèrement plus rond ne passe pas inaperçu dans le monde des célébrités et les abonnés avaient réagi. Alors, avant toute chose, c'est pas parce que quelqu'un a un ventre arrondi que la personne est enceinte. Peut-être que Chloé avait trop mangé, peut-être qu'elle avait bu une boisson gazeuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que on peut spéculer dans son coin si on veut, mais quand même faire attention à ce genre de remarques parce que je vous rappelle qu'il y a aussi plein de personnes qui n'arrivent pas à avoir des enfants et ce genre de remarques, ça peut vraiment les blesser. Les spéculations se sont intensifiées. Dans un autre post, Kevin partage une photo de lui et Chloé. Ils s'échangent un baiser et c'est écrit « Je t'aime mon amour, soon ». Soon qui signifie bientôt. Un heureux événement est-il à l'horizon? Est-ce qu'on a un mariage, une grossesse? J'en sais rien. En tout cas, les rumeurs vont bon train. Et pour de nombreux internautes, c'est un signe évident que Kevin et Chloé sont sur le point de partager une grande nouvelle. Si cette grossesse est confirmée, Kevin deviendrait donc papa pour la deuxième fois. De quoi combler de bonheur un homme qui semble aujourd'hui plus épanoui que jamais avec Chloé. Je vous rappelle que parallèlement, on a Carla Moreau la semaine dernière qui a expliqué que elle a pas retrouvé l'amour, que elle a eu aucune relation depuis Kevin Gage, enfin depuis son divorce, qu'elle se concentre sur elle. Elle disait tout le monde m'invente des relations nanani nanana, alors que c'est elle qui met des photos avec des hommes en story pour faire genre et pour attirer, on va dire, les viewers, pour pouvoir faire des placements de produits plus rémunérés par derrière. Mais c'est vrai que Carla, elle semble pas être dans ce mood du tout. Kevin, lui, s'est remis avec Chloé, mais Carla, c'est un no way. Le possible agrandissement de cette famille semble désormais en très bonne voie. Les fans se demandent si Chloé est réellement enceinte, si Kevin va devenir papa pour une deuxième fois. C'est vrai qu'ils sont quand même assez discrets, comme je l'ai dit, sur leur couple. Et donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Le mystère plane toujours. Et si cette rumeur se confirme, eh bien, ça sera un nouveau chapitre pour Kevin et pour Chloé. Et à voir comment Carla Moreau réagira, même si, vous me direz, finalement, elle n'a pas grand-chose à dire. Adixia a récemment été séparée de Simon Ferro et elle a provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux parce qu'apparemment elle serait prête à tourner la page. Je vous refais un petit topo rapide. Entre Simon Ferro et Adixia, c'était l'amour fou, mais les tensions ont commencé à se créer. Puis malheureusement, le papa de Simon est décédé. Il a eu besoin de temps pour lui et après ça, il y a eu une séparation. Évidemment, tout ceci a été un choc pour Adixia qui avait espéré longtemps après la rupture que quelque chose puisse changer. Elle dit ça fait super mal, mais je suis obligée de l'accepter. Cependant, elle a révélé qu'elle avait encore du mal à tourner la page pendant un certain temps. Dans un live, Simon de son côté disait « Adixia est la seule femme avec qui je me voyais mariée ». Mais bon, ce sont des mots qui n'ont pas suffi à recoller les morceaux entre les deux. Le mois dernier, Adixia reprend la parole sur les réseaux. Elle parle de la rupture. Elle dit qu'elle a vécu une mini-dépression après la séparation et qu'elle a passé plusieurs semaines à ne faire que pleurer. Un moment difficile qui a été un tournant pour elle, donc elle a pris une décision, se faire aider et se reconstruire. Elle a supprimé toutes les photos avec Simon, elle a unfollow de réseaux sociaux, elle a dit qu'elle ne voulait pas voir son visage apparaître dans son fil et qu'elle préfère se concentrer sur elle-même. Elle dit « J'ai tout simplement pas de chance en amour ». Mais ce n'est pas tout, Adixia elle est aussi connue pour sa carrière de DJ et elle a décidé de se consacrer davantage à son travail pour surmonter la rupture. Je peux totalement comprendre, depuis ma rupture je suis à fond travail et sport et honnêtement ce sont des choses qui me font du bien. Donc elle a multiplié les apparitions dans les clubs, elle a donné des concerts dans plusieurs endroits, elle a pu se défouler mais aussi renouer avec la scène et lors d'une sortie, eh bien Adixia a été filmée en train d'échanger un baiser passionné avec une femme. La vidéo a circulé sur tous les réseaux sociaux, elle est devenue virale et elle a suscité de très nombreuses réactions. La scène a fait réagir, il y a des internautes qui se demandent si ce baiser est un simple moment de légèreté et de distraction ou s'il marque le début de quelque chose pour Adixia. Certaines personnes ont salué son audace et sa capacité à avancer après une rupture difficile, tandis que d'autres se posent des questions sur cette nouvelle orientation. Alors j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble que Adixia avait déjà exprimé le fait de ne pas avoir, d'avoir une potentielle attirance envers les femmes. Je peux me tromper, n'hésitez pas à me dire. Quoi qu'il en soit, Adixia semble bien décidée à ne pas se laisser avoir en fait et elle semble déterminée à aller de l'avant et à construire un avenir. Je pense qu'elle est tout simplement prête à prendre du temps pour elle, à se concentrer sur sa carrière et en assumant pleinement ses choix. Cette scène en boîte de nuit, c'est peut-être un moyen pour elle de se libérer des attentes sociales et de vivre sa vie comme elle l'entend.
En avançant de cette manière, elle démontre une certaine indépendance. Évidemment, cette situation n'est pas sans conséquences, surtout sur les réseaux sociaux. Il y en a vraiment beaucoup qui ont exprimé des commentaires en disant oui, mais elle va trop vite, comment ça maintenant elle embrasse une femme, il y a 2 semaines elle était mariée, et nanana, et nanana. Moi, je trouve que chacun vit sa rupture comme il le peut et comme il l'entend. Et si Adixia décide d'aller faire des nights en boîte de club, bref, vous avez compris, et embrasser des femmes ou embrasser des hommes et faire ce qu'elle veut, c'est une femme libre, c'est une femme indépendante, elle fait totalement ce qu'elle veut, le temps que c'est fait dans la sécurité et le consentement. En tous les cas, cette vidéo a fait parler, je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez. Anaïs Camizuli, une figure emblématique de télé, traverse une période difficile et je voulais vous en parler. Alors, elle a l'habitude de partager des moments de sa vie sur les réseaux sociaux, mais ce lundi 10 mars 2025, elle a fait part d'une décision assez radicale. Elle a dit qu'elle voulait couper les ponts avec ces plateformes. Depuis plusieurs années, Anaïs s'impose comme une influenceuse reconnue en grande partie grâce à un caractère bien trempé, mais parfois sa manière de s'exprimer franche, directe, cash ne plaît pas à tout le monde. Ça n'a cependant jamais arrêté Anaïs de partager son quotidien, de donner son avis sur différents sujets, mais cette fois-ci, la réalité est bien plus dure. Anaïs a voulu partager avec ses abonnés une expérience qui l'a profondément choquée. Elle raconte qu'elle a croisé un homme âgé dans la rue, visiblement en difficulté, qui peinait à marcher. Touchée par la situation, elle veut lui venir en aide, donc elle prend l'homme dans ses bras pour l'accompagner jusqu'à chez lui, elle le porte. Ça semblait être un geste plein de solidarité et humain, mais ça a pris une tournure assez tragique parce que l'homme qu'Anaïs tentait d'aider s'est effondré dans ses bras. Elle dit « Il est mort dans mes bras, je l'ai accompagné jusqu'au bout ». Elle a décrit avec émotion la scène qui s'est déroulée. Les pompiers sont arrivés rapidement et malgré leurs efforts pour réanimer cet homme, il n'a pas survécu. Anaïs a raconté avoir essayé de lui apporter un minimum de réconfort en lui caressant le front, en lui parlant doucement, en lui demandant de ne pas s'endormir. Mais malgré tout ça, malheureusement, c'était fini. Elle dit « Je pense qu'il n'a pas souffert, mais je n'oublierai jamais son visage ». De retour chez elle, Anaïs était en état de choc, submergée par les émotions. Elle exprime sa tristesse et elle écrit sur les réseaux « Je ne fais que pleurer, je ne vais pas bien ». Et donc, elle a décidé de se retirer temporairement des réseaux sociaux parce que ça l'a beaucoup touchée. Elle dit « Je coupe mes réseaux pour aujourd'hui et peut-être demain ». Évidemment, l'impact de cette expérience, il est évident. Je suis désolé, il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est rien. Mais quand tu accompagnes quelqu'un littéralement à la mort, je pense que c'est quelque chose qui peut être traumatisant en plus de te toucher. Elle a vu la mort de très près dans de telles circonstances et c'est un choc qui peut être totalement profond. Je pense que ce choix de prendre du recul, c'était une manière pour elle juste de process ce qui s'est passé dans son coin et je peux comprendre. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle arrête les réseaux, mais moi, je voulais vous parler de ça surtout pour le côté où elle a accompagné quelqu'un jusqu'au bout. Enfin, je trouve ça extrêmement beau, mais effectivement, ça doit être extrêmement traumatisant et perturbant comme expérience, entre guillemets. Dans tous les cas, bravo Anaïs pour ça, parce que c'est pas donné à tout le monde, malheureusement, d'aller aider d'autres personnes qu'on peut voir en difficulté dans la rue. Donc, je trouve que c'est très beau. Elle s'est exprimée, je vous laisse écouter. Je fais une petite vidéo pour vous remercier déjà pour tous vos messages. Je vais poser un peu le téléphone, essayer de me remettre de tout ça. Je me dis que c'est le destin, c'est que ça devait se passer comme ça. J'ai un peu de mal. Et je n'aime pas du tout pleurer sur mes réseaux. C'est quelque chose que je n'aime pas faire, donc je vais me reprendre. C'est que ça devait se passer comme ça, c'est qu'il devait mourir dans mes bras. Je me dis au moins il n'est pas mort tout seul dans la rue. Peut-être qu'il serait tombé, il serait ouvert la tête. J'en sais rien. Voilà, il est mort dans mes bras. J'essaie de l'accompagner jusqu'au bout. Je lui ai fait des petites caresses sur le visage en attendant que les pompiers arrivent. Merci à l'ambulance qui m'a aidée. J'ai croisé, je les ai arrêtés tout de suite. Je ne savais pas quoi faire. Voilà, en tout cas, j'oublierai jamais ce papy, j'oublierai jamais son visage. Et voilà, j'espère que maintenant, il souffre plus et qu'il repose en paix. C'est tellement adorable sur vos messages, vraiment. Merci beaucoup. Oui, j'ai fait vraiment du mieux que je pouvais. Après, je suis pas infirmière, je suis pas aide-soignante. J'ai tout de suite arrêté l'ambulance qui passait à ce moment-là. C'est ça aussi le destin. Je me dis, une ambulance passe à ce moment-là, on a vite appelé les pompiers. Enfin, mais c'est dur, quoi. C'est dur parce que c'est une expérience compliquée, quoi. Je l'avais là, dans mes bras, contre moi. Et même si c'est pas quelqu'un de ma famille, ça me touche.
Ah, vous le savez, The Power saison 2 arrive et le mardi 11 mars, on a eu les premières images de cette nouvelle saison tant attendue. Pour ceux qui ont suivi la première saison de The Power, on a un concept innovant où une IA, intelligence artificielle, qui s'appelle Delta est au centre de cette émission. Chaque semaine, un candidat est désigné comme le Power Player, un rôle avec de puissants privilèges. Le Power Player détient la clé du jeu, mais il doit garder son identité secrète parce que s'il est découvert, il peut être éliminé. L'objectif pour les autres participants est de démasquer le Power Player et chaque semaine, on a aussi un joueur cible qui sera éliminé si celui-ci ne trouve pas qui est le maître du jeu. C'est un petit peu pour le contexte. La première saison a été incroyable et pour cette nouvelle édition, on a un immense casting. Le blogueur Aquababe avait révélé le casting, mais W9 a sorti une vidéo. On peut voir à l'intérieur Jessie Herrero, Mélanie Dedigama, Antoine Mesmer, Vivian Grimini. On a aussi Brice Petit de Koh-Lanta, Lou Pernaut et sa maman ou encore Sarah Frézou. On a aussi Shona Sand qui était dans Hollywood Girls. Manon Marceau, Giovanni Pratt, bref, une saison que je trouve qui va être incroyable. J'en ai parlé la semaine dernière et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le casting ne semblait pas au beau fixe pour vous. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, le casting allait vous saouler d'après ce que j'ai lu, que l'émission allait bien, mais que pour vous, je pense que le casting va tout gâcher. Je sais pas, honnêtement, parce qu'on disait ça aussi de la première saison avec Gabriel, Marois, Carla Moreau, et finalement, ça a été incroyable. Donc, moi, j'aurais trop aimé revoir Maïsan, j'avoue. J'espère sincèrement qu'elle pourrait revenir, peut-être en guest, mais en tout cas, trop hâte de voir la saison 2. Les premières images ont été dévoilées, on se rend compte d'une intensité dans la compétition, on a les logos, le triangle qui est refait. En attendant la sortie qui sera, je pense, après les apprentis aventuriers, eh bien on a les commentaires des personnalités qui montrent que tout le monde a hâte de voir cette nouvelle saison. Honnêtement, The Power, moi c'est vraiment une émission que j'ai kiffé et j'espère que vous la kifferez vous aussi encore une fois. Oui, je suis vraiment en pyjama, genre vraiment là on est sur un dimanche cozy. Je vous laisse regarder. Voilà tout le monde pour le Top Actu cette semaine. J'espère qu'il a pu vous satisfaire et vous plaire. Nous allons passer à mon avis sûr. Et mon avis sûr, il va être tranchant, il va être cash et il va être rudiesque. Pour mon avis sur cette semaine, je l'ai écrit et vous l'avez vu, nous parlons de Cassandra et de Simon dans C'est la famille. Alors évidemment, je vais vous faire un point sur eux à la fin du Cœur Actu sur leur retour. Mais là, je trouve en fait qu'on s'est fait prendre pour des débilos. Je m'explique. Je vous rappelle qu'il y a eu une fameuse rupture juste avant le voyage en Laponie, quelque chose qui avait fait beaucoup parler, où Cassandra disait qu'elle était même pas sûre de partir et machin et bidule. Cependant, nous avons vu dans C'est la famille des images en Laponie. Alors excusez-moi, mais il me semble qu'un voyage en Laponie, ça se prépare pour une production. Il faut du matériel, il faut de quoi voyager, il faut pas mal de choses pour pouvoir partir en Laponie. Du coup, la rupture, elle était réelle ou pas? Parce que moi, là, je me pose la question et je me dis, si tout ça a été prévu, en fait, ils nous prennent pour des débiles depuis le début. Ça me peinerait parce que franchement, j'apprécie Cassandra, mais là, j'ai du mal. Je me rappelle, moi, des stories qui étaient écrites, je sais pas si je partirais, j'ai même pas envie de fêter Noël et patati et patata. Simon qui disait qu'il y allait pas et puis ensuite dans C'est la famille, hop, et ben voilà, on part en Laponie et hop, on est dans la neige et hop, on kiffe avec une belle production, des beaux éclairages, des belles caméras et tout ce qui va, tout l'équipement et tutti quanti. Et du coup, comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu vas me dire que ça n'a pas été prévu, que la prod elle est partie le matin, ils sont allés dans l'avion, ils ont dit s'il vous plaît, on part en Laponie, même s'il n'y a pas de ticket, on part. Enfin, ça se prévoit les billets d'avion, je sais pas, je trouve ça très 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 étrange. Ou alors, dans un autre sens, peut-être que le voyage était effectivement prévu et que la prod a dit à Simon et Cassandra, s'il vous plaît, remettez-vous ensemble pour les images. J'en sais rien, mais dans tous les cas, je vous avoue que justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'endors devant C'est la famille et à un moment, je me suis réveillé et j'ai vu Cass et Simon dans la neige et j'ai dit, what the fuck? J'ai même écrit un message dans mon serveur Discord en disant, mais attendez, ils se foutent de nous depuis le début en fait. Donc s'il y a des gens qui ont des réponses à cette question, qui savent un petit peu
pourquoi, du comment est-ce qu'ils ont fini en Laponie avec une prod alors qu'ils étaient censés y aller entre eux et qu'ils étaient au bord d'une rupture avant ça. Franchement, je suis preneur parce que là, j'avoue, j'ai pas compris. Et encore une fois, si vous regardez C'est la famille, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Mais là, j'avoue, la Laponie, c'était un petit peu trop pour moi, quoi. J'ai pas compris. Après, peut-être encore une fois que juste, je sais pas, je me méfie de tout, mais plus le temps passe et plus je vois que de l'acting. Que de l'acting. Entre tout le monde. Genre vraiment, c'est de l'acting. On n'est plus sur de la télé-réalité ou des personnalités, on est sur des acteurs Hollywood. En tout cas, voilà, c'était mon avis sûr et j'espère que vous avez un avis sur mon avis sûr. Écoutez les amis, j'essaye de décrocher de mon script pour mon avis sûr et j'essaye de rester le plus sympa possible. En tous les cas, vous me direz ce que vous en pensez, surtout si vous regardez C'est la famille, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit que quand ils voient Cass et Simon dans C'est la famille, ils zappent leur moment et ils passent à la suite. Et honnêtement, je peux comprendre. Voilà tout le monde, pour mon avis sur cette semaine, nous allons passer au cœur actu. Vous le savez, nous sommes au milieu d'émission et qui dit milieu d'émission dit le retour de l'appel au like. N'oubliez pas de liker si vous ne l'avez pas encore fait, de commenter l'émission, ça aide tellement à ce qu'elle soit développée les amis, vous n'avez pas idée. Je vous laisse vous abonner juste en dessous également si c'est toujours pas fait et nous on se retrouve tout de suite dans le cœur actu. Alors, laissez-moi boire une petite gouliche de thé et après on parle du cœur actu. Mais vous voyez ma peau là en fait, attention, on se dénude. Alors, je commence le cœur actu avec quelque chose dont vous me parlez souvent et j'avais pas de nouvelles, j'avais pas d'article, j'avais rien pour vous en parler. Cette fois-ci, il y en a. Du coup, je vous en parle. Shana Kress et son chien, ses chiens. Shana Kress avait 2 chiens, il me semble, de ce que vous m'avez dit, et on a eu des nouvelles par rapport à l'un des 2. Alors, Shana, elle a partagé une nouvelle bouleversante. Très proche de sa communauté, elle a dit que son chien est resté aux États-Unis. Et face aux critiques et aux questions par rapport à ça, elle a expliqué les raisons par rapport à cette décision difficile. Ces derniers mois, Shana et John, ils ont traversé des épreuves intenses entre responsabilités de jeunes parents et défis personnels. On a eu le fils Luca qui s'est étouffé avec un morceau de gâteau. Rappelez-vous, c'était vraiment quelque chose qui était très compliqué à gérer pour eux, notamment en termes de traumatisme. Et il y a beaucoup de parents qui avaient commenté l'émission en disant que ça leur était déjà arrivé et qu'effectivement, c'est quelque chose qui est totalement traumatisant et qu'après ça, tu es encore plus vigilant à absolument tout ce qui peut arriver. Shana a aussi récemment eu des doutes sur une éventuelle grossesse et finalement, elle n'était pas enceinte. Donc tout ça a été une période stressante. Ils ont également mis fin à leur programme Fitness Camp et ils ont lancé une application dédiée aux femmes. Donc on a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans leur vie. Et il y a toujours cette question par rapport à leur chien qui est posée. Où sont vos chiens ? Qu'est-ce qui se passe ? Raconte-nous. Et Shana, elle a toujours voulu être honnête avec sa communauté et elle a partagé ses expériences. Elle a d'ailleurs tellement été honnête. Ah oui, d'ailleurs, je voulais revenir sur ça, les amis. J'allais dire, elle a tellement été honnête qu'elle avait partagé le fait qu'elle voulait refaire un petit peu son visage avec des injections. Et la semaine dernière, je vous ai posé une question et je vous ai dit pourquoi est-ce que Jessica Tivna, ça dérange quand elle fait des injections et pourquoi Shana, on lui dit ah trop bien, elle est honnête, elle est bienveillante, elle est ci, elle est ça. Et en fait, vous avez été assez clair et je peux comprendre votre réponse. Vous avez dit que Shana, c'est pas habituel, qu'elle l'a fait vraiment parce qu'elle a bien réfléchi, parce qu'elle avait envie de contrer quelque chose. Et de l'autre côté, vous avez dit que Jessica, elle est totalement refaite, c'est pas péjoratif mais c'est pour que vous ayez l'image et que elle y va régulièrement quoi, comme si elle allait acheter une baguette de pain. Et par conséquent, là oui, je peux vous comprendre effectivement. Bref, récemment, elle révèle cette fameuse nouvelle par rapport à son chien Prince qui ne pourra jamais revenir en France. Oui, parce que Shana avant elle habitait à Miami et c'est là où elle avait ses 2 chiens. Elle explique que son chien est resté aux États-Unis, c'était une période très difficile pour elle et que même si elle a tenté de tout organiser pour son retour, les contraintes sont nombreuses. Elle dit je ne peux pas faire de miracle. L'un des principaux obstacles, c'est la race de son chien. Prince est un chien au nez plat et il lui est strictement interdit de voyager en soute pour la plupart des vols, sur la plupart des vols commerciaux. C'est une particularité anatomique qui peut entraîner de graves problèmes respiratoires en altitude, surtout sur un voyage qui est prolongé. Elle dit c'est devenu une horreur, prendre l'avion c'est un calvaire. Elle dit qu'elle a exploré les autres options et la seule solution aurait été d'affréter un jet privé pour transporter son chien, mais le coût de cette alternative est estimé à 40 000 € pour un aller-retour. Shana a dû prendre une décision difficile mais nécessaire. Plutôt que de risquer la santé de Prince, elle a décidé de le laisser aux États-Unis. Elle a dit il est entre de bonnes mains et heureux. Elle a précisé qu'il reste une ultime décision qui est en cours d'examen, mais que si celle-ci
celle-ci ne fonctionne pas, eh bien elle doit définitivement renoncer à l'idée de retrouver Prince. Évidemment, c'est quelque chose qui est pas simple pour Shanna Kress, même si beaucoup de gens disent que entre guillemets elle l'a cherché, mais moi je trouve que honnêtement c'est un choix qui doit être quand même très très difficile, mais il y en a d'autres qui disent qu'elle doit privilégier le bien-être de son chien et que s'il est mieux aux États-Unis, qu'il reste aux États-Unis. Mais il y en a d'autres qui ont dit que fallait anticiper ça avant de quitter les États-Unis. Et honnêtement, je peux aussi comprendre les gens qui pensent ça. Après, effectivement, débourser 40 000 € dans un jet privé, ça peut être compliqué, mais si tu décides d'adopter des chiens aux États-Unis, je sais pas, tu vois, tu te dis pas, ok, je rentre en France, je les laisse derrière. Enfin, honnêtement, j'ai envie de voyager, tu vois, mais je vais pas prendre le risque de mettre mon chien en soute parce que, personnellement, j'ai pas envie de faire ça, mais ça me regarde. Et j'ai pas envie non plus, de partir et de le laisser derrière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, il y a Orson aussi. Bon, après, Orson, il est plus facile à faire voyager, mais voilà. Quoi qu'il en soit, Shanna Kress continue d'avancer et elle essaye d'être honnête. Je vous laisse regarder. Mais je peux pas faire des miracles. Et c'est comme ça. Vous pouvez m'en mettre plein la gueule, ça changera pas. Ce qui se passe, ça a dû rester aux États-Unis parce que j'ai eu un petit moment dans ma vie qui était compliqué, donc je l'ai laissé à une amie. Et c'est vrai que je devais le récupérer, donc je te prenais souvent des nouvelles. Je sais que, en fait, Prince, c'est un chien à nez plat. Les chiens à nez plat ne peuvent pas voyager, c'est devenu une horreur. Pour prendre l'avion et tout, c'est un calvaire. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait des mois et des mois et des mois que je recherche, que j'ai appelé des compagnies, que j'ai regardé. À part un jet privé où ça va me coûter 40 000 € l'aller-retour pour aller chercher Prince. Bon, donc, on s'est mis d'accord avec la famille de mon ami qui avait une dernière option et je suis en train de voir ce qu'il en est et de faire le nécessaire. Mais sinon, Prince finira sa vie aux États-Unis. Et dans tous les cas, ce qui m'importe, moi, c'est qu'il soit heureux. Il est entre de bonnes mains, il est dans une maison incroyable avec un jardin. C'est la vie parfois les amis, vous savez, ça me fait pas plaisir. J'adore les animaux, je pense que vous voyez, la cause animale ça me tient à cœur comme jamais, ça me bouffe ce qui se passe, tu vois. J'essaye, c'est pas parce que je fais pas des stories et vous raconte pas ma vie là-dessus toute la journée que ça veut pas dire que j'essaye pas. Mais moi j'ai besoin d'animaux dans ma vie et que ça commence à être long, ça fait longtemps que j'en ai pas. Donc je vais un peu dans les refuges, tout ça, mais j'aimerais qu'on ait nos animaux aussi, donc voilà, je ne sais pas. Enzo et Colette, à l'affiche des apprentis aventuriers, ont décidé de captiver tout le monde avec une annonce assez percutante. Entre projet et moment de tendresse, il semble plus unique que jamais. Certains couples sont très soudés sur les apprentis aventuriers. On a Jean-Pascal et Delphine que j'aime énormément. Et on a aussi Enzo et Colette. D'ailleurs, on peut se rendre compte que Jean-Pascal et Delphine ont annoncé une grossesse après les apprentis. Et depuis leur participation à l'émission, Enzo et Colette ont aussi montré qu'ils étaient très soudés et qu'ils forment un duo passionné. Ils se chamaillent, ils montrent des moments de complicité. Et si beaucoup ont pu douter de leur relation sur quelques mois et quelques années, eh bien ils sont en couple depuis 3 ans et ils ont traversé plusieurs étapes importantes. Colette, elle nourrit l'envie de fonder une famille. Enzo, lui, il préfère prendre son temps. C'est une question à laquelle ils avaient répondu. Il avait dit, je me dis qu'on a déjà vécu de belles choses, qu'on a encore beaucoup à vivre et que c'est un peu trop tôt. C'est un point de vue qui surprenait Colette. Elle disait que pour elle s'était pris un vent par rapport à l'envie d'avoir un bébé, mais l'amour qu'il se porte ne fait aucun doute. D'ailleurs, il lui avait vraiment déclaré sa flamme pour son anniversaire. Il avait dit qu'il voulait que tout le monde souhaite un joyeux anniversaire à la femme qui a changé sa vie, etc., etc. Quoi qu'il en soit, Enzo ne veut pas être parent. Cependant, ils ont quand même décidé d'adopter. Le 12 mars, on a une vidéo TikTok qui a été postée et il y a du suspense. Il dit on va avoir un bébé. Une annonce qui a immédiatement attiré l'attention de ses abonnés. Et évidemment, il a dit ces derniers temps, on se fait un peu chier dans notre couple. Tout ça pour vous dire qu'on va adopter un enfant. Dans cette vidéo, le couple partage des images sur leur nouvelle aventure en tant que parents d'un petit chiot. Colette, elle est touchée par l'arrivée, mais elle exprimait des inquiétudes. Elle a dit j'ai trop peur qu'il ne nous aime pas. Enfin, qu'elle nous aime pas, c'est une petite chienne. Enzo, lui, il est déjà très attaché à leur nouvelle compagne à 4 pattes et il a dit que c'était sa fille. On peut entendre, c'est la première fois qu'elle sort alors qu'elle a très peur, elle est archi craintive, mais avec du temps et beaucoup d'amour, on peut faire des miracles. Vrai. Colette lui a dit, je crois que c'est adopté, on la garde ou pas bébé. Et bref, on voit qu'on est sur une adoption d'un petit chiot qui marque le début de leur engagement encore plus profond l'un envers l'autre et dans leur vie en fait, dans leur dynamique familiale parce que prendre un chien, c'est pas quelque chose d'anodin, ça change littéralement ta vie, tu dois t'en occuper, tu dois le sortir, tu dois être là pour lui, il est sous ta responsabilité et honnêtement, je trouve ça trop mimi qu'ils aient décidé d'adopter un chiot. En tous les cas, j'ai adoré la manière dont ils ont mis en scène ça et j'espère qu'ils s'en occuperont très bien, même si évidemment, j'en doute pas et en plus, elle a l'air trop belle, j'ai hâte de la voir grandir. Je vous laisse regarder. Avec Colette, on a une grosse annonce à vous faire, hein mon amour? Oui. Ça fait 3 ans qu'on est en couple, 3 ans de bonheur. 3 ans d'amour. Ah, mais c'est vrai que ces derniers temps, mon cœur, on leur dit la vérité. On se fait un peu chier dans notre couple, hein, C'est vrai finalement. que t'es devenu vieux, ennuyant. Dit-elle, projection. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va adopter un enfant. Oui. Donc on va vous emmener avec nous dans cette aventure. Et en tant que tonton et tata,
hein. On attend de vous que vous preniez soin de notre bébé. Je suis grave stressé. Le moment approche, j'ai le cœur qui bat vite. Toi, tu te sens comment? J'ai trop peur, bébé, qu'elle nous aime pas. Ouais, parce que c'est une fille, les gars. Elle est trop belle. Elle est là, ma petite Fifi, hein. Regardez, à côté de papa. Elle a un peu peur, ma petite fille d'amour. C'était la première fois qu'elle sortait, alors elle avait très peur au début. Mes amours, ma Fifi, viens papa, viens papa. Elle est archi craintive. Mais avec du temps et beaucoup d'amour, on fait des miracles, hein. Tu sais qu'elle est trop bien avec toi depuis tout à l'heure. Hein. Mon amour, oui papa. Je crois que c'est adopté, hein. On la garde ou pas, bébé? Bah je sais pas, dites-nous en commentaire, on garde la petite vilaine ou pas? On bifurque un petit peu de télé-réalité. Je vous parle d'un truc qui s'est passé au niveau influence. J'en ai parlé mercredi, une chirurgie par rapport à Enjoy Phoenix, mais vous m'avez dit, Rudy, explique-nous mieux. Donc je vous en parle mieux. En gros, elle en a parlé dans un de ses podcasts et on m'a dit, mais tu peux pas genre juste nous dire ça, genre explique mieux, tu vois. Donc je vous raconte. Depuis l'adolescence, Enjoy Phoenix, Marie, a souffert de complexes liés à sa poitrine. Elle a dit qu'elle passait des journées entières à pleurer en se regardant dans le miroir. La vue de son corps la rendait malheureuse et en 2020, elle voulait faire un lipofilling mammaire, une intervention qui consiste à prélever de la graisse dans différentes parties du corps pour l'injecter dans la poitrine pour ajouter du volume. Cependant, pour Marie, l'opération ne se passe pas comme prévu. 10 jours après, elle remarque que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Sa poitrine redevient comme avant. Après consultation, le chirurgien lui révèle que l'opération a échoué. Ça peut arriver et ça concerne environ 15% des personnes qui subissent cette intervention. En gros, la graisse qui a été prélevée sur Marie n'était pas une graisse de bonne qualité parce que Marie avait un métabolisme qui oscille beaucoup en fonction des habitudes alimentaires. Elle a pris un moment pour réfléchir sur les raisons qui l'ont poussée à subir cette intervention. Elle a réalisé que son choix était poussé par la pression extérieure. Et je trouve que c'est super intéressant qu'elle le dise, notamment le fait d'être une personnalité publique, de vouloir correspondre aux standards de beauté imposés par la société à ce moment. Et en fait, avec le temps, elle a dépassé ce complexe parce que c'était pas un complexe qui venait de elle, c'était un complexe qui venait du fait que sur les réseaux, elle voyait d'autres personnes avec d'autres poitrines, d'autres personnalités avec d'autres poitrines, et elle avait cette pression extérieure. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'en reparler ici aussi, parce qu'on voit que la pression extérieure d'autres personnes, elle joue en fait, ça influence sur des plus jeunes, ça influence sur des gens qui consomment les réseaux sociaux. Et quand on voit des gens totalement refaits de la tête aux pieds et qui font ce qu'ils veulent, attention, sans message disant oui mais moi je suis comme ça mais il faut pas croire ce qu'on voit sur les réseaux, patati patata, eh bien il y a des personnes qui peuvent vraiment se sentir complexées. Elle a notamment parlé des TCA aussi dans son podcast, du coup je vous laisserai aller écouter ça, de démarche esthétique, et je trouve sincèrement que c'est un podcast qui vaut le coup si jamais vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur Enjoy Phoenix et aussi sur la chirurgie, parce que franchement je trouve que c'était super intéressant à écouter, et elle espère qu'à travers ce témoignage ça pourrait aider celles et ceux qui sont dans une situation similaire et qui pourraient, avec quasiment beaucoup d'envie et de temps, surmonter un complexe. Après, attention, je sais qu'il y a des gens qui complexent sur des choses qu'ils ne peuvent pas dépasser, et je l'entends totalement. Mais ici, on se rend compte aussi qu'il y a des contre-exemples et qu'on peut dépasser des complexes avec du temps, surtout quand ceux-ci sont infligés, entre guillemets, par la société. En tous les cas, bravo Marie pour cette prise de parole, j'ai adoré ce podcast. Les amis, nous allons parler de mon amoureux de toujours, et ça me fait tellement chavirer que j'ai tapé mon micro avec ma magnifique tasse en céramique. Je sais même pas si c'est de la céramique, de la porcelaine, qu'est-ce que c'est ? On sait pas. Bref, nous parlons de mon amour de ma vie, Niccolò Federico Ferrari di Milano. J'ai vu des stories qui sont passées, puis ça m'a un peu attristé. Le 5 mars, il est revenu sur pas mal de choses en story. D'habitude, c'est quelqu'un qui est assez discret sur ses choix personnels, mais il a profité de cette occasion pour expliquer pourquoi il a décidé de rester célibataire après plusieurs relations chaotiques. Son discours est sincère, il est réfléchi, ça a captivé tout le monde et on a découvert un autre côté de Niccolò. Niccolò a fait une déclaration surprenante, il a dit « Mon cœur va très bien parce que je suis célibataire ». Il a dit « Je suis célibataire comme un prêtre, mais c'est un choix ». Après, si jamais il veut l'amour de sa vie, moi je suis là, hein. Je suis là. Cette remarque en apparence légère cache en réalité une réflexion profonde sur sa manière de gérer ses relations. Niccolò a dit que dans ses relations passées, il a tendance à se laisser absorber par la relation amoureuse et à négliger sa propre personne. Il a avoué que lorsqu'il se met en couple, il s'oublie et il donne toute son attention et son énergie à son partenaire. Hey, je suis là. Non mais franchement, t'inquiète, moi je suis quelqu'un de bien. C'est une attitude qu'il a regrettée, notamment à cause de certaines décisions impulsives qu'il a prises, comme déménager dans un nouvel endroit après seulement 1 mois de relation. Il dit « Le fait de déménager au bout d'1 mois de relation en quittant tout, c'était pas le meilleur choix de ma vie.
Il fait allusion à certaines erreurs du passé, ce qui montre qu'il a tiré des leçons importantes de ses expériences amoureuses. Et en vrai, c'est souvent comme ça. Quand tu as une expérience amoureuse ou amicale qui se termine, tu tires des leçons que tu ne reproduis pas après. Ce genre de réflexion sur ses erreurs passées montre, je trouve, une grande maturité et une volonté de ne plus vouloir reproduire ces mêmes erreurs à l'avenir. Il semble avoir pris conscience que pour être épanoui dans une relation amoureuse, il faut d'abord être épanoui soi-même et ne pas s'oublier au détriment des autres. Aujourd'hui, Nicolo se concentre principalement sur ses projets personnels et professionnels. Il révèle que son choix de rester célibataire est aussi une manière de mieux s'occuper de lui pour ne pas se perdre dans une nouvelle relation. Il dit « Je me focalise sur moi-même, j'ai des idées et des projets. » Et j'espère que j'en fais partie. C'est un changement radical par rapport à son comportement passé où il mettait vraiment ses relations amoureuses en priorité. Aujourd'hui, il semble être dans une démarche beaucoup plus personnelle où il met son bien-être et sa réalisation personnelle au cœur de ses priorités. Il a d'ailleurs précisé qu'il n'était pas dans une recherche active de l'amour, mais qu'il restait ouvert à la possibilité que l'amour vienne à lui, sans pression. Il a dit « Si l'amour arrive, ça va arriver, mais je ne suis pas à la recherche ». Aujourd'hui, en parlant télé aussi, Nicolo, il a fait une petite séparation avec la télé-réalité. Il a expliqué avec humour qu'il refera de la télé si on le paye à sa juste valeur, mais que c'est vrai, là pour le moment, c'est plus du tout quelque chose qui est là pour lui. Je pense qu'il a peut-être d'autres projets. Quoi qu'il en soit, on est sur des déclarations pleines de respect et de bienveillance qui témoignent d'une maturité dans la gestion de ses relations personnelles. Nicolo semble avoir tourné la page avec ses anciennes histoires. Il semble également avoir tourné la page avec tout ce qui est amour qui consume, et je pense qu'il veut se protéger et éviter de refaire les mêmes erreurs. Évidemment, il reste ouvert à l'amour, notamment à moi, n'est-ce pas? C'est un homme mature, un homme capable et un homme qui devrait vraiment trouver quelqu'un qui lui ferait beaucoup de bien dans sa vie personnelle. Si jamais, n'hésitez pas à envoyer mon CV à Nicolo. En plus, des fois, il regarde MTT, donc mi amor, si tu passes par là, I love you. On parlait de Nico et Laura au tout début de l'émission et cette fois-ci on parle de Stéphanie et Nico. Stéphanie et Nico sont un duo, donc ils sont un couple qui est en constante évolution et qui pourrait franchir une nouvelle étape dans leur vie. Récemment, Nico a fait face à des conflits avec son histoire de No Kilo. Parallèlement, Nico et Stéphanie avaient eu aussi des tensions personnelles. On avait un incident particulier qui avait surgi après une soirée entre Nico et Mélanie Lady Gamma, c'était vraiment le truc. Et depuis, moi je vois juste que Nico et Steph sont de plus en plus liés, de plus en plus ensemble. Ils ont surmonté tous les malentendus, ils ont des projets comme un emménagement qu'on peut voir dans C'est la famille et éventuellement un deuxième enfant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a également eu ce fameux conflit avec Laura. Mais en dépit de tout ça, on a une révélation qui a été faite par Stéphanie récemment. Un abonné l'interroge sur la possibilité que Zlatan vienne chez Stéphanie et Stéphanie a dit « ce ne sera pas encore pour cette fois-ci ». Elle a dit que Nico et Laura ont un accord antérieur à leur rencontre et qu'ils respectent cet arrangement bien que la situation devienne longue. Il me semble qu'ils avaient dit qu'il faut que la relation dure tant de temps avant que l'enfant puisse rencontrer la belle-maman ou le beau-papa. Oui, c'est pour les deux pour le coup. C'est une déclaration qui met en lumière une complexité pour la situation, mais aussi une importance de respecter les limites qu'ils ont décidé de poser en tant que parents. Et ils sont vraiment d'accord sur ce sujet. Stéphanie accepte la situation avec calme et sagesse, mais il est évident que l'attente de pouvoir rencontrer et intégrer Zlatan pleinement dans sa vie est quelque chose qui est maintenant comme je dirais pas un challenge, mais c'est quelque chose qu'elle a hâte de faire, tu vois, et c'est quelque chose qui devient assez long. Les fans de Steph et Nico suivent avec attention leur évolution et ils attendent de voir comment cette situation se développera dans les mois à venir. Je vous en parle ici et c'était assez court, mais je voulais quand même avoir votre avis sur le fait de faire ce genre de choses et de respecter ce genre de limites. Je sais qu'il y a forcément des gens qui sont des familles recomposées qui me regardent ou qui font carrément partie des parents comme Laura et Nico. Est-ce que vous trouvez que c'est correct et bien pour l'enfant de faire attendre autant de temps avant de rencontrer le beau-papa, la belle-maman, etc. Pour voir si la relation fonctionne dans la durée? En plus, il me semble que Zlatan est quand même un enfant assez compliqué et délicat et je pense qu'aussi le but n'est pas de le perturber. Vous me direz ce que vous en pensez si vous faites partie de dynamiques familiales recomposées. Julien Tanti est la DGCCRF, ça a vraiment été le truc de la semaine. Alors, je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé dans une tourmente, pardon. Il s'est retrouvé dans une tourmente judiciaire qui a pesé sur sa réputation récemment. Il a été condamné par la DGCCRF, donc la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes,
pour des pratiques commerciales trompeuses. C'est une condamnation qui fait suite à des accusations selon lesquelles Julien a diffusé sur ses réseaux, notamment Instagram et Telegram, des publicités pour des services financiers comme le copy trading, l'investissement dans l'or, et il a prétendu des gains irréalistes en affirmant avoir lui-même utilisé ces services. Évidemment, il ne l'a pas fait et en plus de ça, c'était une publicité masquée. Depuis 2023, au mois de juin, la DGCCRF est vraiment sur le dos des influenceurs avec une réglementation plus stricte qui vise à protéger les consommateurs français, même si les influenceurs résident à Dubaï. Comme ça, on a aussi la réponse à cette question. Tu peux être à Dubaï, si tu parles à un public français, t'es dans le collimateur. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a plein de gens qui font encore du trading, etc., notamment sur Telegram et tout. Et je pense que la DGCCRF est sur leur dos et que juste les choses prennent du temps. Il a donc été condamné à une amende avec un montant confidentiel et a affiché la décision de la DGCCRF sur son compte Instagram pendant 30 jours. Il a aussi publié une vidéo dans laquelle il se livre à une mise en garde contre les dangers du trading. Il dit que c'est pas un jeu, que c'est pas de la magie, que ça revient à jouer à la roulette russe avec son argent et qu'il est possible de tout perdre. Un discours en théorie qui doit servir à sensibiliser les abonnés, mais la vidéo a été présentée de manière à être critiquée. Beaucoup d'abonnés ont exprimé leur scepticisme quant à la sincérité de la démarche. En fait, Julien, il est là en train de lire un texte, probablement préparé par son avocat, plutôt que de parler spontanément. Et en soi, il n'y a pas de mal à ça, mais on dirait qu'il en a rien à faire en fait. On dirait qu'il est juste là en mode il doit lire le texte, il le lit, il poste la vidéo, fin. Est-ce qu'il croit aux mots qu'il est en train de dire? J'en sais rien. On peut entendre, donc il a trompé les gens avec de faux gains et maintenant il vient nous dire que c'est dangereux. Il y en a beaucoup qui remettent en question son intention réelle de dénoncer le trading et même les pratiques commerciales trompeuses. Hein. Il y en a qui disent, même lui ne comprend pas ce qu'il dit, il pue le mensonge. La vidéo, c'est une réponse obligatoire pour la plupart des gens et honnêtement, pour l'avoir regardé et vous l'avoir diffusé, je suis d'accord. Donc on a 3 trucs qui sont épinglés sur son compte. On a cette vidéo, le message sur fond noir et aussi une vidéo de son avocat que je vais vous laisser regarder dans un instant. Si vous voulez voir le magnéto de Julien, franchement, je l'ai mis partout. On l'a regardé partout. Tout le monde l'a fait tourner. Je veux plus le voir, j'en peux plus de l'entendre, j'en peux plus de voir cette lecture d'un enfant de CP là. Mais dans tous les cas, sa condamnation souligne la nécessité pour les personnalités publiques de respecter les règles de la consommation responsable et d'être transparent vis-à-vis de leur audience. Pour Julien Tanti, cette affaire pourrait avoir des répercussions sur sa carrière et sa crédibilité en tant qu'influenceur, mais j'ai envie de vous dire que quand on parle de candidats de télé, quand on voit du trading et quand on voit des placements de produits Pandati, quoique je crois que ça marche Pandati, mais bref d'autres minceurs, tout simplement on n'a plus confiance, quoi qu'il arrive. Je vous laisse regarder la vidéo de l'avocat qui est une vidéo qui n'a pas beaucoup tourné et que je trouve plus intéressante. Bonjour à tous, je suis Barunuevo Daniel, l'avocat de Julien Tanti. Je me permets de prendre la parole aujourd'hui pour vous expliquer la raison des différents posts que vous allez voir dans les prochains jours sur le fil de Julien. Je ne vous rappellerai pas ici qui est Julien, vous le connaissez mieux que moi, c'est l'un des premiers influenceurs en France. Dès ses débuts, il a participé à l'évolution de ce métier tout en respectant sa communauté. En étant précurseur, des erreurs ont pu être commises. Il faut savoir que depuis 2013, vous avez à peu près plus de 1000 lois qui ont été promulguées en France, rendant parfois difficile une parfaite compréhension de toutes ces lois, y compris par les avocats et les magistrats eux-mêmes. La DGCCRF lui a récemment reproché des publications omettant certaines mentions commerciales. Julien, aujourd'hui, il a pris ses responsabilités, il a transigé avec l'administration et avec la justice et il s'engage désormais à mettre au service de la loi et du législateur son expérience pour une meilleure protection à la fois des influenceurs, des nouveaux influenceurs, mais surtout de vous, sa communauté. Paga et Giuseppa en crise, ça a été l'actualité que j'ai mise en avant ce vendredi sur la chaîne YouTube. Je voulais quand même vous en refaire un petit point ici. Depuis la naissance de leur fille Adriana en 2024, leur situation a été de plus en plus compliquée en tant que couple. Giuseppa a été ouverte sur les difficultés qu'elle rencontre au quotidien, notamment le manque d'intimité. Et vraiment, je vous ai tout raconté en détail vendredi, notamment de leur début de crise jusqu'à maintenant. Et en fait, on a vraiment une absence de moments à deux qui semble peser lourdement sur Giuseppa. Elle dit « je suis pas bien dans ma tête, je suis pas bien dans ma routine ». C'est des confidences qui révèlent à quel point Giuseppa se sent perdue. On a un manque de tendresse mutuelle et d'affection dans leur quotidien qui semble avoir renforcé ce sentiment de déconnexion entre les deux. Néanmoins, malgré les tensions, Giuseppa elle a voulu rassurer ses abonnés. Elle a dit qu'il n'y avait pas de rupture imminente entre eux. Elle a dit on n'est pas séparés, on ne compte pas se séparer, mais on a une période où il n'y a pas d'équilibre et où on cohabite. Il est évident que cette période difficile est un test majeur pour le couple, même si je trouve qu'ils font preuve d'énormément de maturité et qu'ils arriveront
arriveront certainement à s'en sortir. Giuseppa a aussi partagé avec ses abonnés qu'elle a eu une discussion avec Paga pour essayer d'améliorer les choses, bien qu'ils aient du mal à organiser du temps pour pouvoir se retrouver tous les deux. C'est une phase de remise en question qui pourrait être bénéfique pour leur couple, à condition qu'ils arrivent à trouver un équilibre. Au moins, ils semblent conscients de leurs lacunes et des difficultés qu'ils rencontrent, et je pense sincèrement que c'est quelque chose qui est ultra optimiste pour leur avenir. Ils sont pas encore arrivés à l'équilibre parfait, mais ils ont une volonté de réagir et de s'attaquer aux problèmes, et je trouve que ça montre qu'ils sont pas prêts à baisser les bras pour leur relation, et ça c'est trop bien. Les tensions entre Giuseppa et Paga n'ont pas seulement affecté leur relation, mais aussi par rapport à leurs abonnés. Il y en a beaucoup qui se posent des questions. Il y en a qui pensent qu'ils sont sur le point de se séparer. Il y en a qui disent que tout simplement la famille est en train de les manger parce que Giuseppa n'a même plus de temps pour elle. Moi, je pense sincèrement, comme je l'ai dit vendredi, si vous avez vu la vidéo, que Giuseppa et Paga ont juste besoin de vraiment raccorder les choses et que ça pourrait aller pour l'avenir. Honnêtement, je trouve qu'on est vraiment sur un couple qui est très très mature et qui peut faire en sorte que les choses se passent bien. Donc ils sont très matures dans leur communication et je pense que c'est un exemple qui peut être suivi, et je pense aussi que ça fait du bien d'entendre ce genre de mots et d'entendre ce genre d'authenticité ressortir sur les réseaux sociaux comparé à d'autres parents qui font croire et montrent que tout est parfait alors que c'est rarement le cas. Je vous laisse regarder. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est vrai qu'on se filme beaucoup moins avec Paga et on est beaucoup moins ensemble et tout. Enfin, moi je suis pas hyper bien en ce moment. Et voilà, je voulais juste vous dire que les réseaux c'est pas forcément la vraie vie et que en fait on montre pas tout. Mais c'est vrai qu'on est dans une période où dans notre couple, dans l'équilibre de notre relation et dans notre vie de parents, on a du mal à retrouver un équilibre ensemble. On n'est pas beaucoup ensemble et voilà, hier on a eu des discussions où on s'est dit que il fallait qu'on essaye d'arranger les choses, qu'on essaye d'aller de l'avant et de trouver aussi un équilibre meilleur à la maison avec les filles parce que on a du mal à gérer notre temps. Et voilà, donc je voulais juste vous en parler parce que c'est vrai que je reçois énormément de messages ou de commentaires négatifs par rapport au fait que dans tous les cas, des commentaires et des messages négatifs, je pense que j'en aurai tout le temps. Je commence à m'y faire, même si quand ça touche, comme je vous l'ai dit, mon rôle de mère, c'est quelque chose que j'ai du mal à encaisser. Mais je reçois énormément de négativité par rapport à notre relation de couple avec Paga, tout simplement parce que je pense que vous avez remarqué qu'on se filmait moins et que la plupart du temps où vous voyez des vidéos de nous, c'est séparé avec les enfants. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est ce qui reflète le peu que vous voyez, ça reflète un peu ce qu'on vit, c'est qu'on n'a pas le temps de passer du temps ensemble, on n'a pas le temps de se filmer ensemble. Les seuls moments qu'on a, c'est avec les enfants. Moi, quand je suis avec les filles, j'ai plus vraiment envie de me filmer, j'ai plus le goût à ça, parce que je pense que en soi, c'est que je suis pas hyper bien dans ma tête, je suis pas hyper bien dans notre routine. Donc voilà, et comme je vous l'ai dit, on a eu une discussion hier où on s'est dit qu'on voulait vraiment changer le cours des choses et trouver un meilleur équilibre, une meilleure organisation qui va nous permettre d'avoir plus de temps en couple en fait. Jazz Correa, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'elle. Je vous rappelle qu'elle vit actuellement à Dubaï avec son mari et ses enfants et elle s'était récemment confiée sur un événement marquant. Rappelez-vous, elle avait été condamnée pour fornication après la naissance de leur fils Caden. Le couple a dû comparaître devant le tribunal et Laurent a dû déclarer « Cette femme et cet enfant sont les miens ». Jazz a expliqué que la situation aurait pu prendre une tournure dramatique, reconnaissant que ça aurait pu très mal finir. Quelques mois après tout ça, le couple a surpris ses abonnés en annonçant l'adoption d'un petit singe qui s'appelle Abu. Jazz a expliqué que ce geste avait été fait pour sauver l'animal et qu'ils ont commencé à aménager un espace sécurisé dans leur jardin pour accueillir le petit compagnon. Évidemment, ça avait suscité des réactions des internautes et on en avait parlé. Elle a aussi dernièrement fait polémique pour parler de la trend Maman Ghetto Sorry, un concept qui rejette les principes de parentalité bienveillante et propose une approche plus directe et plus brutale. Jazz avait dit « Bien sûr que quand mes enfants m'énervent et que j'en parle à mon mari, je lui dis ton fils, ta fille comme c'était pas les nôtres ». Elle a aussi évoqué des gestes comme pincer ses enfants quand ils l'énervent et évidemment ça avait choqué les internautes. Les gens disaient « Mais elle annonce clairement qu'elle est violente, faut aller se faire soigner ». Mais la polémique concernant Jazz, elle a continué. Elle a été filmée dans une situation embarrassante. Lors d'une journée à la piscine à Dubaï, elle était en compagnie d'une amie et elle a été vue en train de discuter avec un homme qu'elle ne semblait pas connaître. La scène a pris
une tournure inattendue, Jazz a réalisé qu'elle était filmée et elle s'est rapprochée de l'homme et a commencé à flirter avec lui de manière évidente. Est-ce que c'est fait pour le buzz? La question se pose. Ce rapprochement filmé, en toute évidence, a provoqué un malaise palpable entre Jazz et l'inconnu. Ce moment a été partagé en ligne, on a eu beaucoup de commentaires, les gens disent en plus le mec il est marié, mais n'importe quoi cette Jazz, mariage libre, c'est un mariage libre, son mari en fait autant, elle a bien raison. Il y en a des gens qui ont dit que Jazz était une tana, donc le fameux terme péjoratif qui désigne une personne considérée comme infidèle ou déloyale. Quoi qu'il en soit, cette séquence provoque une fois de plus un véritable débat sur les réseaux sociaux. D'un côté, il y a ceux qui estiment que Jazz est libre de ses choix, qu'elle peut interagir comme elle le souhaite avec qui elle veut. De l'autre côté, certains n'ont pas hésité à juger son comportement, notamment en pointant son attitude de flirt en public. Cette nouvelle polémique qui entoure Jazz met encore en lumière les choix qu'elle fait dans sa vie et le fait que tout est critiqué. Une chose est sûre, Jazz est un personnage qui ne laisse jamais indifférent et honnêtement, je peux comprendre vu tout ce qu'il y a à son actif. Je vous laisse regarder une vidéo que j'ai pu retrouver sur le compte de Gossip Place. Regardez. Jazz aperçu en train de flirter avec un homme dans une piscine. Cet homme n'était pas son mari Laurent. Son amie était tranquillement en train de la filmer, en train de discuter avec lui. Et à la seconde même où elle s'est aperçue qu'elle était filmée, elle a commencé à toucher ce mec et à faire mine qu'ils étaient en train de flirter l'un et l'autre. Alors que dans la réalité, tout ce qu'on voit, c'est un homme complètement gêné, se demande à quoi elle joue. Oui, parce qu'en réalité, ils étaient simplement en train de discuter. Et comme Jazz adore créer des polémiques et faire en sorte qu'on parle d'elle, elle a pris soin de republier cette story de son amie sur son Insta, histoire qu'on lui donne l'attention qu'elle a besoin. Sauf que Jazz a oublié un petit détail très important. Tout le monde sait que Jazz est folle amoureuse de Laurent, même si fut un temps elle a fait 2-3 dingueries, mais bon on va pas y revenir. Quand on voit tout ce qu'elle a pardonné pour sauver son couple, si c'est pas de l'amour, ça je sais pas ce que c'est. Alors est-ce que tu penses comme moi qu'elle cherche juste à faire du buzz pour qu'on puisse encore de nouveau parler d'elle? Penses-tu qu'elle cherche à rendre jaloux Laurent? Mais pour le coup c'est un peu raté parce qu'on voit vraiment que tu joues la comédie Jazz. Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. La question est la suivante, tromperie ou pas tromperie? Dites-moi tout ça juste en dessous. Dernier couple dont on parle aujourd'hui, Maeva sur les apprentis aventuriers, Maeva et Malek qui ne sont malheureusement plus ensemble. En plus, je mens, dernier couple dont on parle aujourd'hui, encore Cass et Simon, il y a Carla et Brian, et Marwa et Vincent. C'est l'émission de l'amour. Mais bref, le couple Maeva-Malek semblait très prometteur. Après le tournage de Love Island, ils ont été dans une très très forte relation. Et en 2024, Maeva rejoint le casting des apprentis aventuriers. Le tournage s'avère très très difficile parce que tout simplement, Maeva est en binôme avec son ex Rémi. Malek avait d'ailleurs exprimé que regarder les images par rapport à Maeva et Rémi, c'était quelque chose de très difficile. Et justement, le 10 mars 2025, Maeva annonce sa rupture avec Malek. Elle dit après une longue réflexion, nous avons le regret de vous annoncer que nous avons décidé de nous séparer. Elle a ajouté un message pour ses abonnés, leur demandant du respect et de la bienveillance face à à toutes leurs relations tout simplement. Mais moi, je me suis posé une question et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas à cause justement des apprentis? Parce qu'il est vrai que on dirait quand même que les images ont bien affecté leur couple. Sur la plage, Maeva et Rémi ont démontré qu'ils peuvent séparer leurs différends pour avancer dans le jeu, mais la question demeure, comment les gens vont réagir par rapport à l'avancée de l'émission, parce que maintenant on sait que Maeva et Malek sont séparés. Est-ce qu'ils arriveront à garder leur place de finaliste, parce que là ils sont sur la plage des finalistes, donc est-ce qu'ils arriveront à aller le plus loin que possible? Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à Maeva et à Rémi, mais quoi qu'il en soit, la rupture entre Maeva et Malek marque la fin d'une aventure amoureuse née sur la télévision. La relation a démarré dans un contexte particulier sous la pression de tournage et peut-être que c'est cet environnement qui a eu raison des deux. Reste à savoir comment ça terminera dans les apprentis. C'était un point court mais je voulais quand même vous le mettre en avant parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les apprentis et donc vous voyez forcément Maeva et Rémi et Malek du coup qu'on a vu en visio. Je termine avec le point Cassandra et Simon. Ah mais pas du tout, on a encore une actu après, pardon, j'ai oublié. Franchement, je suis à la ramasse aujourd'hui. Alors, on a le point Cassandra et Simon. Leur déclaration initiale laissait penser que la rupture était définitive, mais on a des nouveaux indices. Cassandra a fait une déclaration intrigante. Elle a dit « Je ne peux pas dire jamais » pour se remettre avec Simon. Simon, de son côté, avait fait un message d'amour à Cassandra pour son anniversaire. Et quelques jours plus tard, le compte Instagram SkyResTVR
a partagé des informations selon lesquelles Simon serait resté dormir chez Cassandra après qu'ils aient partagé les stories de placement de produits dans la même salle de bain, facilement identifiable comme celle de Cassandra. Les preuves s'accumulent, les deux ne cherchent même plus à se cacher, mais la situation reste confuse. Les allers-retours entre rupture et réconciliation pourraient nuire à leur image, même si c'est déjà le cas, et les abonnés en ont marre. Ils sont frustrés par le manque de transparence et d'ambiguïté des déclarations de Simon et Cass. Il est trop tôt pour affirmer que Simon et Cassandra sont bel et bien de retour ensemble, cependant on a quand même beaucoup trop de choses qui nous laissent penser que. Et honnêtement, moi je vois bien prochainement un petit live TikTok où ils expliquent tout pour que tout le monde aille dessus, ou un truc du genre, ou un retour sur YouTube, j'en sais rien, ou un retour en télé, vous me direz, j'en sais rien aussi. Cependant, je vais pas vous mentir, je commence à en avoir marre, du coup c'est pour ça que là mon actu je l'ai fait raccourcir, j'en peux plus. Donc voilà, on verra bien s'ils sont de retour ensemble. C'était le petit point Cass et Simon. Ouais. Je termine le cœur actu avec Julien Tanti et Thibaut qui ont fait beaucoup parler parce qu'ils se sont montrés ivres. Le 6 mars, Manon Tanti a célébré son 36e anniversaire et elle a eu une pluie de cadeaux de luxe, des appareils photo dernier cri, au téléphone, enfin bref, il y a eu plein de trucs et on a eu pas mal de photos justement. Elle a aussi eu un sac Hermès d'une valeur d'environ 18 000 €. Les gens ont dit, alors que des gens crèvent de faim, étalez votre fortune pendant que d'autres finissent pas leur mois, restez humble, un petit achat comme elle dit. Honnêtement, je le répète, tu vois, mais si les gens ont de l'argent et qu'ils ont envie de le dépenser, ils font ce qu'ils veulent. Cependant, Manon, elle avait dit qu'elle voulait plus gaspiller son argent et l'investir. Sac Hermès. Oui, je sais qu'on peut investir dans des sacs de luxe, mais bon, enfin, vous avez compris quoi. Mais la véritable polémique est survenue après. Donc, on a eu la fête organisée et dans des vidéos, on voit Julien et Thibaut qui sont sous l'emprise de l'alcool dans un second état. Dans ces vidéos qui ont été filmées sur le compte TikTok de Julien Tanti, ils sont vus balbutiant, peinant à s'exprimer de manière cohérente. Julien est pris dans un élan de confiance après plusieurs verres et il dit qu'il veut se lancer dans les vlogs. Mais c'est la vidéo qui a fait rapidement le tour d'internet et elle a suscité des indignations. On peut lire « L'alcool est dangereux pour la santé, tant il faut arrêter l'alcool, ils sont défoncés ». Des images qui ont divisé les internautes, certains estiment qu'il s'agit simplement d'un moment de fête et d'autres ont dit que il ne fallait pas montrer ça sur les réseaux sociaux. L'alcool est accepté dans de nombreuses cultures, dans des moments festifs, etc., mais je vous avoue que je peux comprendre que ce genre de vidéo, ça dérange. Les images de Julien et Manon ont renforcé l'idée que l'excès est souvent glorifié sur les réseaux sociaux et honnêtement cette vidéo, ok, on voit qu'ils sont en train de profiter et tout, mais est-ce que ça a vraiment sa place sur les réseaux? Je pense pas. Ça a choqué de nombreux internautes, mais ça offre aussi une opportunité d'ouvrir un débat important sur la consommation d'alcool, les conséquences et les responsabilités des influenceurs. L'alcool, en dépit de sa normalisation, reste quelque chose qui doit être consommé avec responsabilité. C'est quelque chose qui peut être très dangereux. Je vous laisse regarder cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Attends, c'est dans l'ombre. Aïe! Mais c'est normal. Viens dans la lumière. Attends. Allez. Je suis avec mon mentor. Ouais. Le jour où je t'ai vu faire ces vidéos, vlog comme ça, j'ai dit frère. Non. Il faut que je le fasse. Non. À l'anniversaire. Oui. Allez. Oui. J'ai dit il faut que je le fasse. Et je vous jure, c'est vrai. Je connais pas le Vlogger. Oui. De quoi ils parlent, les garçons? Là. Je vais faire des vlogs. Lui, il est drôle sur ses vlogs. Moi, je veux faire des vlogs. Il faut. Non, parce que j'ai fait. Attends, En fait, j'ai fait la vidéo pour ton anniversaire. Et ils m'ont tous dit Thibaut, c'est ton mentor. C'est ça un vlog? Non, mais alors, j'ai pas inventé les vlogs. Vlog, c'est le voyage. Non, les vlogs, il est là. c'est le voyage. Le boss, vlog, des c'est vlogs. vlog, mais en vidéo. Et vous vous ressemblez sur cette vidéo. Ah ouais. Vous avez Écoutez-moi. la même teinture de barbe, non? De barbe. Et ouais, parce qu'on commence à vieillir. Ils teignent leur barbe. Toi aussi? Bon, je sais pas si vous m'entendez, mais la vérité, c'est que les deux, ils commencent à avoir des poils gris et que du coup, ils sont obligés de teindre leur barbe tous les 5 jours. Allô? Tous les combien de jours il vient teindre ta barbe? Dès que je veux faire un vlog. Voilà tout le monde pour le cœur actu, nous allons passer à l'actu international. On était sur un cœur actu très chargé et je pense que l'international va beaucoup vous plaire. C'est parti, jingle. Je vous parle de l'histoire d'un coffee shop de Brooklyn qui a été menacé par la gentrification et qui a ému des millions de personnes. Ça remonte en février 2025, Rachel News, propriétaire du coffee shop Buddy's, a partagé son désarroi. Le coffee shop a été ouvert il y a seulement 4 ans, c'est devenu un lieu incontournable, mais en fait elle a une pression par rapport à la montée des loyers dans son quartier. Elle dit « Williamsburg est un quartier principalement portoricain avant la gentrification qui chasse autant de gens. Nous ne partirons pas ». Une vidéo qui a fait 7
7 millions de vues et qui a provoqué une mobilisation importante. Et on a eu Joe Jonas, le chanteur des Jonas Brothers, qui s'est rendu chez Buddies pour témoigner de son soutien. C'est quelque chose qui a fait énormément parler puisque Rachel a exprimé sa gratitude. Elle a dit « Je suis tellement reconnaissante que ça ait rassemblé autant de personnes. Il y a de la danse, de la musique, de la salsa. On travaille en continu. » Malgré l'immense vague de solidarité, Rachel reste consciente que Buddies pourrait ne pas rester à son emplacement actuel. Mais tout ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'on a énormément de personnalités qui ont fait en sorte de se montrer solidaires par rapport à ce qui se passe pour ce café, dont Joe Jonas. Et j'ai trouvé que c'était, comme je viens de le dire, extrêmement solidaire et que c'est un geste qui n'est pas anodin. L'histoire de Rachel et de Buddies est un exemple poignant de la manière dont la gentrification menace des petites entreprises locales, mais aussi de la puissance de la solidarité numérique et communautaire. Les événements de ces derniers jours ont été très importants pour cet établissement. J'espère qu'elle arrivera à s'en sortir. Voilà tout le monde pour l'actu internationale de la semaine. C'était court mais intense, mais je voulais vraiment vous mettre celle-ci en avant. Nous allons passer aux 2 gros dossiers pour terminer l'émission. Nous sommes à la fin de l'émission. N'oubliez pas de liker si jamais vous avez kiffé jusqu'ici, de commenter ce qui aide grandement avec l'algorithme et de vous abonner si jamais vous voulez qu'un jour on ait un petit trophée dans le fond. Nous passons aux 2 gros dossiers. C'est parti, jingle, tenez-vous prêts. Les amis, les gros dossiers, je reste sur mes notes et je commence avec Carla Talon. Et oui, comme on dit, carnet rose pour Carla Talon et Brian. Après avoir traversé des épreuves difficiles, ils annoncent qu'ils attendent un enfant. Une nouvelle qui surprend la toile et qui marque un tournant. Carla Talon a récemment dû réapprendre à vivre avec son corps après une intervention chirurgicale qui devait restaurer l'apparence de ses fesses. Rappelez-vous, après une lourde reconstruction et une période de convalescence, elle reprend petit à petit ses activités, comme sortir au restaurant, même si elle a encore du mal et s'appuie sur le soutien de Brian. Dans une vidéo attendrissante partagée sur les réseaux sociaux, ils ont annoncé qu'ils attendent un premier enfant dont la naissance est prévue pour le mois de juillet. C'est un moment émouvant pour eux, on peut entendre Baby Dubois is coming in July. On vous a caché ce petit secret pendant 5 mois. Ce nouvel événement intervient après plusieurs mois de polémiques et de critiques, notamment à la suite de photos dans lesquelles ils avaient montré un test de grossesse. L'annonce a suscité des doutes sur leur sincérité, mais le couple a décidé de répondre ouvertement aux accusations. Carla avait confié qu'elle avait subi une fausse couche à la suite de graves complications de santé, j'espère que vous vous rappelez. Et pour annoncer cette nouvelle, le couple a partagé une vidéo dans un très beau décor où on peut voir Carla qui accroche des vêtements de bébé en partageant un baiser avec Brian. La famille s'agrandit du coup aussi du côté de Sebi Daddy, je vais y revenir dans un instant, qui devient bientôt tonton. Carla et Brian s'apprêtent donc à accueillir un nouveau bébé et cette annonce est un véritable tournant pour leur vie. Après des mois d'épreuves et de polémiques, ils semblent aujourd'hui prêts à vivre cette nouvelle aventure. Je vous laisse regarder. Cependant, depuis l'annonce de sa grossesse, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui se passent. Carla Talon, déjà, elle partage tout, les achats pour le bébé, les rendez-vous médicaux, et elle manque pas d'informer ses abonnés de cette grande nouvelle qui l'attend. Regardez. Ce commentaire, il est grave ressorti, donc je voulais y répondre pour remettre les choses dans leur contexte. Brian était à Miami pour le travail à ce moment-là, il ne pouvait pas être là, j'étais assez triste comme ça. Lui aussi. Il s'en voulait beaucoup de ne pas pouvoir être là au premier rendez-vous, mais c'était pas vraiment la première échographie, c'était l'échographie de datation seulement. Donc on voyait rien, il était comme ça le bébé, ça faisait 1 mois et demi à peine que j'étais enceinte, et c'est pas vraiment la première écho. Et du coup, pour pas que je sois seule, toutes mes meilleures amies m'ont accompagnée pour être avec moi à ce rendez-vous, pour entendre le bébé aussi. Elle était hyper excitée comme moi que j'attende un bébé, donc elle aussi voulait m'accompagner. Donc voilà, après je trouve pas que c'est un truc de fou. Je pense qu'il y a plein de mamans qui sont dans le même cas que moi, où le papa travaille la journée et il peut pas être là à toutes les échographies. Je pense pas que c'est la mort. Et depuis, il n'a loupé aucune échographie. Même mes prises de sang, il est là. Il m'accompagne à tout. Vraiment, les prises de sang, tous les rendez-vous pour faire les achats pour bébé, il m'accompagne à tout. Il s'en veut déjà assez de pas pouvoir être, de pas avoir pu être là à la première. Donc vous inquiétez pas, c'est pas un mauvais papa.
Comme vous l'avez entendu, sur TikTok, eh bien, il y a eu pas mal de questions par rapport à l'absence remarquée de Brian, mais il n'était simplement pas là. Les internautes ont eu leur lot de spéculations. On a beaucoup de gens qui ont dit que c'était encore une grossesse buzz, qu'elle était fausse, etc., etc. Cependant, il y a Sebi Daddy qui a décidé de réagir. Sebi Daddy a exprimé un désaccord par rapport à cette grossesse lors d'un live sur TikTok évidemment. Il a dit c'est pour l'oseille, elle sait très bien que t'as des parents multimillionnaires, elle est là pour ça. Je suis pas tonton, la tête de ma mère, elle t'a bien eu, bravo, elle t'a bien eu. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pour faire du buzz tout ce qui se passe, que ça soit l'annonce, que ça soit la manière dont Seb réagit. Bref, tout ceci serait uniquement pour faire du buzz. Entre accusations d'intérêt financier, disputes familiales et aussi soutien de la communauté en ligne, j'attends vraiment votre avis dans l'espace commentaire. Je vous laisse regarder. Et je t'ai dit quoi? Elle va te foutre un gosse dans le dos. Elle me l'a pas fait dans le dos. Carla, elle t'a dit quoi? Elle t'a dit ouais, je suis enceinte et je veux pas que le Seb il le sache pour qu'il fasse sa pipette parce que tu sais très bien que moi je vais dire à papa et à maman etc. que écoute quand je parle. C'est quoi ça? C'est pour l'oseille ma gueule. Ça c'est pour l'oseille. Mais pas du tout frérot. Ça va, on vit simplement tranquille. Hein. Elle sait très bien que t'as des parents qui sont multimillionnaires. Elle est là pour l'oseille ma caille. Et je t'ai dit quoi? Pas faire le con. Et toi, voilà, la tête de ma mère, c'est pour de l'oseille. Seb, je te dis honnêtement, t'en fais des caisses pour rien et y a rien, frérot. Elle fait des TikTok avec des Lamborghini, avec des Ferrari, frère. Et toi, tu la fous ensemble, espèce d'idiot. T'as un idiot, frère. Mais elle a le droit de kiffer sa vie, frérot. Une meuf qui fait, la vie de ma mère, une meuf qui fait un seul TikTok avec une voiture de course, une Ferrari, une Lambo ou quoi. La tête de ma mère, c'est un red flag. Et je la fous pas enceinte comme toi, espèce d'idiot, va. Je suis ton grand frère, imbécile. Mais Seb, tu dois devoir accepter toute ta vie que c'est ta belle-sœur maintenant. Voilà, toute ta vie pour que tu l'acceptes. Rien à faire. La vie de ma mère, elle est enceinte de 5 mois. Je suis même pas tonton, la tête de ma mère. Frérot, t'as vu, elle t'a bien eu. Elle t'a bien eu. Je te l'adresse maintenant sur TikTok. Ma gueule. Et enfin les amis, comme chaque semaine, nous terminons l'émission avec Vincent et Marois et les points qu'il y a eu autour d'eux. Il s'est passé beaucoup de choses, donc je vous raconte. On commence avec Vincent Queijo. Lors d'un récent live, il a décidé de se confier sur la télé-réalité, sur son avenir. Il est revenu sur l'expérience de The Cerveau et il a dit « J'étais pas dans le bon mood, j'étais pas bien avec moi-même. Je l'ai fait parce que c'était nouveau. » Il dit qu'il ne veut pas refaire de télé, qu'il ne faut pas dire jamais, mais qu'il n'a quand même pas très envie. Depuis sa rupture, il veut se reconstruire sur lui-même, selon ce qu'il dit. Il n'écarte pas la possibilité de se lancer dans de nouveaux défis, mais en attendant, la télé, c'est fini. J'étais pas dans le bon mood, j'étais pas bien avec moi-même, et je l'ai fait parce que c'était nouveau, mais j'aurais jamais dû le faire parce que j'étais pas bien à ce moment-là. Tu vas arrêter, tu vas en refaire? Non, je vais pas refaire de télé. Faut jamais dire jamais, mais je pense pas refaire de télé. Si je fais une télé, j'aimerais bien que ce soit un truc un peu sur le sport, quoi. Un truc vraiment sport. Je parle pas forcément de faire les apprentis ou quoi, mais je te vois beaucoup faire les apprentis. Oui, beaucoup m'ont dit ça, mais non, je pense pas que je ferai les apprentis, les amis. Je peux te dire quelque chose? Oui, bien sûr, vous pouvez tout me dire, tant que c'est dans le respect, vous pouvez tout me dire. On a aussi Marois qui a été accusée de copier totalement Rim Renom. Rappelez-vous, il y a des gens qui disaient qu'elle passait des heures à l'analyser pour la copier. Et Marois a choisi de se défendre publiquement. Dans une prise de parole, elle a mis les choses au clair. Elle a dit « Sachez que s'il y a une méchante dans l'histoire, ce n'est pas moi ». Bien qu'elle n'ait pas souhaité entrer dans les détails, elle laisse sous-entendre que Rim ne serait pas si gentille. Elle dit qu'elle n'est pas la méchante dans l'histoire, suggérant qu'il y en a vraiment une. Marois exprime sa volonté de se concentrer sur sa propre évolution et de rester fidèle à elle-même. Elle a affirmé qu'elle se sent alignée et apaisée. En dépit des tensions et des jugements extérieurs, elle semble décidée à avancer sans se laisser critiquer par les personnes qui disent qu'elle veut copier Rim à tout prix. Reste à savoir si les déclarations de Marois sont vraies ou si elles sont là uniquement pour déclencher du buzz, parce que c'est tout ce qui ressort dès qu'on entend elle en ce moment. Buzz, 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 live TikTok. Je vous laisse regarder. Il dit que tu es la méchante dans l'histoire. Donc elle parle de la vidéo de Monsieur Bastien. Sachez que s'il y a bien une méchante dans l'histoire, c'est pas moi. Et que vous serez très surpris de connaître le réel fond et la vraie histoire. Mais je suis pas là pour mettre une mauvaise ambiance, encore moins sur mon live TikTok. Mais de toute façon, les méchants ne disent jamais que c'est les méchants, vous le savez. Mais moi, je vous dis que je suis pas la méchante parce que je sais que je n'ai pas été la méchante et que je n'ai jamais rien fait de mal pendant 10 mois. Je sais que partager mon histoire pourrait aider plein de gens, mais partager mon histoire, ça pourrait aussi juste envenimer. Bref, vous avez compris les choses, alors qu'aujourd'hui, je suis quand même assez tranquille dans ma tête et je suis alignée avec ce que j'ai fait. C'est pas parce que je parle pas que je me laisse faire.
C'est juste que je me dis qu'il y a un bon Dieu et que tout se paye. Et là, je vous parle pas du tout de mon ex, je vous parle de toute la situation. J'englobe vraiment toutes les personnes qui étaient autour de toute cette histoire et de ma relation, de mon ancienne relation. Ce n'est pas tout, lors d'un nouveau live avec Julien Bert, Vincent a fait quelques révélations. Il a abordé la question avec humour, la question de sa vie sentimentale actuelle. Julien dit qu'il a l'impression que les deux coussins de son lit ont bien bougé. Vincent dit non, ils n'ont pas bougé. Il n'y a personne qui rentre chez moi, c'était la maison de Marois, c'est hors de question que quelqu'un rentre chez moi. Il dit que la présence de ses filles est la raison pour laquelle aucune femme ne franchira le seuil de sa maison. Et Julien Bert a dit, tes enfants, tu t'en sers un peu trop comme bouclier. En gros, ce que j'ai dit Vincent, parce que je veux dire Julien. Julien, ce qu'il veut dire par ici, c'est que Vincent utiliserait beaucoup trop ses enfants pour se justifier de tout. Se justifier de son comportement, se justifier du fait qu'il ne voit pas de femme, que machin, que bidule, et que ça servirait beaucoup de bouclier dans ses déclarations. Vincent a dit « Je ne veux pas parler de ça », il essaye de mettre les choses au clair. Je trouve cependant qu'on était sur peut-être une prémisse de « Il peut se passer quelque chose avec d'autres personnes ». J'y arrive. Même pas. Tu sais, ma dépression, je la noie où? Ici, à regarder des séries. Voilà, dans ce lit-là. Comme ça. Ouais, et j'ai l'impression que les deux coussins, ils ont bien bougé dans la vie. Non, ils ont pas bougé du tout. Il y a personne qui rentre chez moi, frérot. Voilà, c'est l'interview, je fais ça me dira pendant 1 minute. Si tu veux, il y a personne qui rentre chez moi, frérot. C'était la maison de Marois et moi. C'est hors de question que quelqu'un rentre chez moi. Voilà, je peux pas être plus honnête que ça. Qui le croit, les gars? Mais je m'en fous qu'on me croie ou pas, Julien. Et d'autant plus que, en plus, il y a mes enfants qui sont avec moi. Tu penses bien que... Oui, mais tes enfants, tu t'en sers trop. C'est pas un bouclier, non. Mais frérot, ils dorment ici. Bon, allez, c'est bon, tu m'as saoulé. J'ai même plus envie de live avec toi. T'es lourd. T'es lourd plus qu'autre chose. Arrête, parce que sinon, moi, je vais te parler. Mais y a rien à dire, moi. Strictement rien à dire. Oh, bon... Je suis sage que j'en peux plus, frère, en ce moment. Je te le dis, hein, je suis proche d'un prêtre. Voilà, en ce moment, je suis très, très sage. Alors, sûr? Oh, Vincent, allez, grandis. Ah bah ok, moi aussi je vais montrer ce que tu m'as envoyé la dernière fois en live alors. Il y a rien à montrer moi. Sache-le, il y a rien à montrer. J'en vois rien du tout parce que j'ai rien à montrer. Rien. En effet, lors d'un autre live avec Julien Bert et Raphaël Pépin, ils sont tout le temps en live, hein, on a une conversation qui prend un tournant parce que on a des influenceuses connues sur les sœurs Tantôt qui ont émergé dans la discussion. En fait, on a une question qui n'a pas laissé Vincent indifférent. On lui demande s'il n'est pas en rapprochement avec une des deux sœurs Tantôt. Et Raphaël, avec un regard complice, a laissé sous-entendre qu'il y avait peut-être quelque chose derrière cette histoire. Vincent explique, il essaye de clarifier les choses, il dit qu'il a simplement partagé un repas sur une plage avec Gabriel Ayuso et que les jumelles étaient installées à une table voisine. Une explication qui n'a pas convaincu Raphaël et Julien. Le problème, c'est qu'avec ce genre de live, on ne sait pas si c'est que du show et que du buzz ou s'il y a vraiment un rapprochement qui est possible. En tout cas, on m'en a aussi parlé et on m'a dit, attendez, est-ce que Vincent est déjà en train de se rapprocher d'autres personnes? Je vous laisse regarder. Ça fait 2 semaines que t'es célibataire, t'es calme depuis 2 semaines parce que t'es célibataire, mais t'es calme. Ouais, enfin bon. Vincent, j'ai une question pour toi. Alors par contre, pas parler ni de mère des enfants, non, ni de Marois, ni de Rims. Merci. Ah non, moi je suis pas là-dedans. Par contre, je suis plus sur les sœurs Tantôt. Ouais. Tu sais pas ce que je veux dire ou pas? Vous savez, il fait référence à quoi? Ils pensent qu'ils vont m'avoir. J'ai été sur une plage le soir manger du poisson avec Gabriel à 2, d'accord? C'est tout. Mais comment? Attends, moi ils étaient sur une table à côté. Vincent, tu m'écoutes? Non. Sur la tombe de mon ex que je lui ai rien dit du tout. Mais de toute façon, il n'y a rien à dire. Non, mais qui te l'a dit? Mais c'est pas toi, Raph. Ça, je te le garantis. Non, mais j'ai juré sur la tombe de mon ex. Vincent, sache une chose, mon ref. Je vais commencer à parler parce que moi, j'ai rien dit de toi. Attendez, j'ai posé 0 question, moi. Oui, mais toi, Raph, tu dois poser la question à Julien Bert maintenant. Parce que Julien Bert m'a déjà posé la question à moi. Oui, mais toi, tu m'en as déjà posé une. Donc, c'est le cercle. Moi, je sais ce qu'il veut poser. Il veut poser une question par rapport à quelque chose que je lui ai dit aujourd'hui. Et je sais très bien que tu veux me mettre au pied du mur et tu n'y arriveras pas. Nous passons à Marois. Elle a aussi fait des confidences sur les tensions entre Vincent et elle. Elle a dit, avant de le rencontrer, je ne voulais pas d'un homme qui a des enfants, je voulais vivre cette aventure, je voulais que ce soit la première fois pour moi comme pour l'homme, etc., etc. Et elle a vraiment beaucoup pris la parole par rapport au fait qu'elle ne voulait pas se mettre de cette manière avec Vincent, que ça ne devait pas se passer comme ça, qu'elle voulait vraiment un homme qui était totalement disponible, etc., etc. Elle disait que c'est nous qu'on était super forts parce que apparemment on connaîtrait absolument tout sur leur séparation, mais c'est de l'ironie. Elle laisse entendre encore une fois qu'il y a des raisons bien plus profondes. Au début, avant de le rencontrer, bien sûr, je voulais pas
d'un homme qui avait des enfants. Pourquoi? Pour vous expliquer. C'est pas que je ne voulais pas des enfants, c'est que je voulais en fait pour moi vivre cette chose, donc cette aventure. Je voulais que ce soit la première fois pour moi comme pour l'homme. C'est juste pour ça, par rapport aux enfants. Mais moi, ça allait au-delà de tout ça. Finalement, avoir quelqu'un qui est toujours qui a fait partie de la vie de ton copain un jour, qui est toujours là et qui fait que des problèmes, je vous jure que vous en sortez pas, vraiment. Ou alors c'est que vous êtes super forte. Donc voilà. Et enfin, Marwa a terminé par parler du passage de la Thaïlande. Elle a décidé d'expliquer pourquoi est-ce que Vincent était venu, qu'est-ce qui s'est passé en Thaïlande. On apprend donc qu'ils ont bel et bien tenté de se remettre ensemble, mais que c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Elle dit on est dans l'optique de renouer, de se remettre ensemble, ça s'est pas fait pour des raisons personnelles. La Thaïlande, c'était ça passe ou ça casse. On a aussi un tacle qui semble être pour Vincent par rapport aux sœurs tantôt, parce que Marwa explique, je ne sais plus exactement quel moment du magnéto je vous ai laissé, donc je vous le dis au cas où, Marwa explique qu'elle ne fait pas partie de ces personnes qui se remettre en couple 3 jours après une rupture. Est-ce que c'est un pic pour Vincent Queijo? Quoi qu'il en soit, c'est aussi, on dirait, un jugement pour les personnes qui le font. Et du coup, voilà, on était en Thaïlande, on était dans l'optique de vouloir renouer un peu, pas un peu, de se remettre ensemble, etc. Finalement, ça s'est pas fait pour des raisons personnelles. Et c'est pour ça que du coup, vous l'avez vu en Thaïlande. Et on s'est pas du tout foutu de votre gueule ou quoi, rien à voir. C'est juste que c'était des vacances qui étaient déjà prévues. Ses copains avaient pris un billet d'avion, s'étaient rendus en Thaïlande pour lui aussi de base. Donc j'ai trouvé ça aussi dommage. Il avait envie de venir, j'avais envie aussi qu'il soit là, je vais pas mentir. Et du coup, voilà. Et pour être honnête avec vous, ces vacances ont été quand même très révélateurs sur la suite de notre relation. Même si ça c'est pas... les raisons sont beaucoup plus profondes que ce que vous pensez dû à notre séparation, mais c'était très ces vacances ont été vraiment révélateurs sur la suite de notre histoire. Moi je savais qu'en venant ici, Clarisse, Malika, merci beaucoup les filles, en venant en Thaïlande, pour moi c'était vraiment genre en mode ça passe ou ça casse. C'est vraiment genre soit ça va passer et on va réussir à tout surmonter, on va réussir à passer outre tout ce qui s'est passé, etc. Ou du coup soit ça va me faire aussi comprendre et aussi me faire rendre compte que c'est terminé. C'était un gros bourbier. Franchement, c'était un très très gros bourbier. Pas que lui et moi, mais tout ce qu'il y avait autour, c'était très très compliqué. Et c'était plus compliqué que ce que vous pensez que c'est compliqué. Quoi qu'il en soit, leur histoire continue de faire parler et ça ne s'arrêtera donc jamais. La suite au prochain épisode. Voilà tout le monde pour l'émission aujourd'hui. Avant de la clôturer, n'oubliez pas, nous avons la question de l'abonné. Donc si jamais vous souhaitez me poser une question sous ce MTT pour que j'y réponde la semaine prochaine, n'hésitez pas. S'il y a des questions, j'y réponds. S'il n'y en a pas, j'y réponds pas. La question sélectionnée est: coucou, j'avais une question assez personnelle. J'ai vu une vidéo courte de toi. Il y avait un commentaire d'un internaute qui disait, je cite, wesh, t'es un gars ou une meuf? Perso, ça m'a choqué. Tu lui as répondu avec humour en lui disant les deux peut-être. Mais ma question est, est-ce que ce genre de commentaire te blesse, te touche? Prends-tu le temps de répondre à ces imbéciles pour les instruire ou tu en as ras le bol? Du coup, hop, bloqué. Merci pour ta réponse. Bisous. Alors déjà, merci pour ta question et je trouve que c'est une question super intéressante parce que c'est effectivement le genre de choses qui arrivent énormément avec moi, surtout sur les contenus courts qui sont donc propulsés à plein de personnes qui ne me connaissent pas. Honnêtement, ça ne me touche pas parce que je ne suis pas concerné par la transidentité par exemple. C'est-à-dire que si j'étais une personne transgenre, je pense que ça pourrait me toucher. Je ne le suis pas, donc ça ne me touche pas. Mon but n'est pas d'instruire ces personnes parce que ces personnes sont totalement fermées d'esprit et ne veulent pas être instruites. Ça se voit à la manière dont ils commentent les choses. Mais si quelqu'un veut être instruit par rapport à toute cette cause et à toute la cause LGBT finalement, ça me dérange pas de le faire. Cependant, quand je vois ce genre de message, c'est pas du tout pour instruire ou c'est pas du tout parce que je suis touché, c'est parce que je réponds, parce que je vois le commentaire. Quand je vois pas, je réponds pas. Donc vraiment, il n'y a rien qui me touche par rapport à ça. Je tenais à le dire parce que je vous vois je vous vois souvent me défendre et vraiment utiliser une sorte de bouclier anti-attaque sur Cop, mais tout va très bien, ne vous en faites pas. En tous les cas, merci pour ta question. Si vous en avez, posez-les moi juste en dessous. J'espère que l'émission de la semaine a pu vous satisfaire et vous plaire. On se retrouve demain pour Spill the Tea. N'oubliez pas de liker et de commenter comme emoji de la semaine. Je veux voir des bubules dans mon espace commentaire. J'ai très envie de voir plein de bubules partout.
N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir, j'ai hâte de vous retrouver, passez un très bon dimanche, un très bon week-end, love you guys et merci pour votre fidélité.